Bien, bonsoir à tous. Pour notre dernier événement à la plateforme de ce premier semestre, débat critique avec Sophie Trelka, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, Philippe Tretiak, Richard Scoffier, Frédéric Edelman. Approchez, approchez. Installez-vous. Au programme ce soir, 2 événements internationaux. Le premier, la Biennale de Venise, qui vient d'ouvrir fin mai, donc à l'Arsenal et au Giardini comme d'habitude, mais aussi avec des pavillons dans ce qu'on appellera le Off. L'extension de la Tate Modern à Londres. En France, la Cité mondiale du vin sur la Garonne. Et puis, dois-je comprendre que tu n'aimes pas le bâtiment pour que tu, au moment où je dis ça, tout de suite, tu me... Hein? Oui, c'est ça. Oui, ça commence bien. Et 2 opérations de logement à Paris, dont la première de Vincent Parera et la seconde de Francis Solaire. Alors, on va commencer par la Biennale. La Biennale. En fait, tout commence par un texte de Bruce Chatwin. Bruce Chatwin est en Amérique du Sud et il rencontre une femme perchée sur une échelle dans un désert. Cette femme, c'est Maria Reich, une archéologue allemande. Et à ce moment-là, Bruce Chatwin écrit un très beau texte et Aravena va reprendre tout ça pour en faire l'icône de la Biennale à Venise. Alors pourquoi cette icône? C'est que, évidemment, l'archéologue, quand elle monte sur l'échelle, elle a un autre point de vue sur les choses. C'est aussi simple que ça, mais très très fort. La Biennale est donc thématisée sur Reporting from the Front, en français Nouvelles du front. Donc un angle, évidemment, on voit tout de suite ce que ça veut dire, c'est un angle social très fort, mais vous verrez pas seulement, là, puisqu'on pourrait parler de l'architecture est un sport de combat, on connaît le positionnement. Ce que je soulignerai avant de passer la parole à mes camarades, c'est qu'après Fundamentals de Rem Koolhaas, souvenez-vous, la dernière biennale, qui nous invitait à réfléchir à comment nous avions absorbé, digéré la modernité, eh bien Aravena se place, lui, dans un registre beaucoup moins rétrospectif et bien plus combatif. C'est une biennale que je qualifierais de généreuse. Tout commence à l'Arsenal sur une installation qui introduit le thème de la réutilisation, puisque au plafond sont accrochés des poutres et des éléments de métal qui avaient servi déjà dans des biennales précédentes. Donc on voit tout de suite que ce thème est mis à l'agenda. Et puis il y a des pavillons dont nous allons beaucoup parler. Je ne sais pas quels sont les préférés de nos invités ici ce soir, mais je rappellerai que l'Espagne a gagné le Lion d'Or avec un pavillon qui s'appelle Unfinished. Donc là encore, l'idée de la modernité inachevée, c'est assez intéressant. On dépassera évidemment Habermas pour voir ce que ça veut dire sur le terrain espagnol. L'Allemagne s'est distinguée avec un pavillon dans une adéquation politique à la situation des migrants en Allemagne. C'est-à-dire qu'ils ont éclaté le pavillon d'Albert Speer pour justement faire des nouvelles ouvertures comme une icône de l'ouverture de l'Allemagne. La France, elle, a choisi un positionnement pas moins politique, et celui du territoire comme source de richesse absolue, source sous-entendue méconnue. Voilà, donc c'est un positionnement politique sur l'engagement, en effet, à regagner ces territoires. La Suisse, je ne vais pas tous vous les égrener, c'est juste pour vous baliser un tout petit peu le terrain. La Suisse, elle, sous la direction de Christian Kerez, a étonné tout le monde avec une expérimentation sur la matière et sur l'espace, donc comme quoi il n'y avait pas que le social qui arrivait là-dessus. Et quant au Portugal, dans le Off de la Giudecca, elle a proposé une rencontre inattendue entre Álvaro Siza et Aldo Rossi, pardonnez-moi, je me relisais mal. When Alvaro meets Aldo, et qui est au cœur d'un chantier d'Álvaro Siza sur la Giudecca. Alors, Frédéric, la Biennale.
Oui, non, c'est une biennale plutôt sympathique. Un peu, moi, j'ai trouvé un peu plan-plan. Et j'ai tendance à penser que le choix du thème engendrait naturellement ce côté un peu ronflant. Parce que c'est difficile de trouver un thème aigu et sensé sur un thème pareil. Donc, bon, je l'ai parcouru. Oui, comme d'habitude, c'est-à-dire tu as visité tous les pavillons. Oui, avec. Oui, oui. Mais quand tu dis plan-plan, on ne peut pas dire plan-plan. On peut dire plan-plan, en tout cas je peux dire plan-plan. Oui, mais tu as absolument le droit de le dire. Mais est-ce qu'on peut vraiment dire de cette biennale qu'elle est plan-plan? On a l'impression qu'il ne s'y passe pas grand-chose. Or, il y a quand même des prises de position assez fortes. On pourrait même dire, quand par exemple, les architectes, là, sur les infrastructures, là, ils réaffirment la question de l'architecture dans les infrastructures, c'est une prise de position très forte. Non? Oui, mais je veux dire, tout cet ensemble de prises de position très fortes ne fait pas comment dirais-je, un tout cohérent. Je sais bien que ce n'est pas l'objectif de la biennale qui a plutôt tendance à se disperser, mais voilà, c'est un peu enfin, à mon avis, c'est un peu dispersé à l'excès. Ce qui fait que, par exemple, là, ce soir, on devrait être amené à décrire pavillon par pavillon. Si on veut, on peut le faire, bien sûr. Bah, on en a pour 3/4 d'heure, merci. Déjà, on peut déjà passé là-bas. On peut déjà dire quels sont les pavillons qui méritent le détour. Déjà, ne serait-ce que pour ceux qui ne sont pas encore allés à la Biennale, ça pourrait leur servir. Alors là, voilà. Ce qui est certain, c'est que le pavillon espagnol, pour moi, était le mieux, le plus... D'abord, il parlait vraiment d'architecture, ce qui était quand même pas mal pour une biennale d'architecture. Et puis... quel est le pavillon complètement nihiliste? D'un coup, j'ai un trou. Nihiliste? Oui, il n'y a rien dedans. Il y a des pavillons parfois où c'est du rien. Hein. Oui. Non. Il y en a un particulièrement cocasse. Bon, bref, comme il n'y a rien dedans, il y a pas de... on va pas s'en souvenir. Voilà. Alors, le pavillon français, je l'ai trouvé franchement chiant. Tristounet, aussi tristounet que l'affiche de la Biennale. Et depuis que je suis revenu, je me pose la question, est-ce que c'est vraiment sérieux d'avoir sur la page de gauche, pour dire qui a travaillé sur ce pavillon, une liste de 50 officiels, en commençant par l'archidiacre ministre de la culture, il y a tout le monde, c'est tout le monde d'ici, chez vous, Francis, tout le monde des ministères, Ça, c'est ce qui t'appelle c'est le générique, en fait, le générique de l'exposition. Ouais, générique, mais le contenu. Soyons légers. Quand il y a autant de monde pour faire un générique, en général, c'est mauvais signe. Voilà, donc le contenu... voilà le contenu. Non, c'est pas très bien. C'est plan-plan. Mais je suis sûr que notre ami à gauche va avoir un avis. On va y revenir. Mais alors, donc, le pavillon espagnol, il méritait donc ce lion d'or. Oui, il le méritait, oui. Il n'était pas plan-plan. Il était très bien organisé, avec des projets, beaux et bien. Donc... Nous, Français, nous étions un petit peu derrière tout ça. On va en discuter. Richard. Oui, plan-plan. Donc, moi, j'ai pas trouvé la biennale plan-plan. Je comprends qu'on puisse la trouver plan-plan. Mais ce qui m'a frappé, d'abord là-bas, effectivement, on l'avait déjà soulevé, je crois, quand on avait parlé d'Aravena, le fait qu'il y ait eu le Pritzker, c'est le fait qu'il n'y ait pas de Français, voilà, dans le pavillon central. Et puis dans l'Arsenal. Et en fait,
j'ai trouvé que c'était... Il y a un français, c'est Lannes. Oui, enfin, bon, mais là, on peut en discuter. Je le dis pour le public. C'est une équipe franco-italienne. Est-ce qu'il représente vraiment la France, tout ça? On peut en discuter. En tout cas, effectivement, la présence française, en tout cas, elle était vraiment presque, disons, absente. Voilà. Et pas que la présence française, d'ailleurs. La présence, disons, un petit peu européenne habituelle était absente. Et j'ai trouvé que, finalement, cette biennale, enfin, pour moi, c'est peut-être la première fois où on voit vraiment, donc, une biennale de la mondialisation. C'est-à-dire que la mondialisation, c'est pas ce qu'on croit, quoi. C'est pas les échanges internationaux entre tous les pays. Ça, il y en a toujours eu depuis, je sais pas quoi, depuis Marco Polo. Et la mondialisation, c'est le fait que, voilà, aujourd'hui, toutes les richesses et toutes les communications, elles ne viennent plus, donc, vers l'Europe, vers la France, et le monde, désormais, donc, il est complètement multipolaire. Et c'est finalement cette multipolarité qui est visible dans les pavillons, le pavillon de l'Arsenal, le pavillon central. On voit par exemple des Iraniens, voilà, ça m'a vraiment frappé. Hein. Je connais un tout petit peu l'architecture iranienne, je suis allé 2 fois en Iran, et c'est vrai qu'ils sont présents, et on s'aperçoit quelque part que voilà, ce pays-là qui n'existait pas de la carte de géographie, pratiquement de la carte de géographie architecturale, quelle revue a parlé de l'Iran ces 30 dernières années, et bien on s'aperçoit qu'ils ont une production. Et puis cette proposition, elle est relativement intéressante. Alors on voit des pays comme l'Inde, des pays africains. Voilà. Donc il y a vraiment un véritable renouvellement, un véritable changement, il y a d'autres pays qui apparaissent. Et effectivement, donc, l'Europe, quelque part, elle apparaît finie. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, pour cette biennale, c'est vrai que, voilà, ce qui est intéressant, c'est que la biennale d'il y a 2 ans, celle de Colas, elle parlait de fondamentaux. Et moi, ça m'avait pas choqué, c'est pas ça, mais parce que cette biennale, voilà, on peut passer son temps à l'analyser, à la disséquer de manière complètement différente. Mais c'est vrai que malgré tout, donc, il s'agissait de fondamentaux. Et les fondamentaux, pour Colas, c'était un petit peu les éléments qui composent l'enveloppe qui protège donc, les habitants, les occupants. C'était le toit, c'était la fenêtre, c'était ceci, cela. Et il reprenait un tout petit peu donc, la thématique de Gottfried Semper, les quatre pas concepts fondamentaux, mais les quatre mots, enfin les quatre quelque chose de fondamental de l'architecture, de Semper. Donc il reprend. Comment? Non, c'est pas. Je me souviens pas. Les 4. Non, oui, peut-être éléments. Enfin bon, peu importe, je m'en souviens pas. Il reprenait un tout petit peu ça, mais il travaillait surtout sur l'enveloppe. Et là, ce qui est intéressant, c'est vrai qu'on voit plutôt le côté constructif, le côté, disons, structurel qui réapparaît. D'ailleurs, dès qu'on arrive là, il y a ces architectes d'Uruguay qui ont fait une magnifique structure dans le pavillon central. Et cette structure, effectivement, ils l'ont faite avec du béton, mais complètement gâché, complètement dégueulasse, et puis des briques. Vraiment, voilà, c'est à la fois une structure qui tient compte donc, des matériaux locaux, la brique, et puis de l'acculturation totale donc, des ouvriers du bâtiment aujourd'hui dans le monde. Et c'est vrai que c'est un thème un tout petit peu récurrent, les structures. Hein, il y a aussi donc, dans l'arsenal le travail de l'ETH, je crois, sur les structures. Et donc, voilà, c'est quelque part une sorte de réponse aussi donc, à la biennale de Colas. Et je trouve ça aussi relativement intéressant. Après, pour les pavillons, bon, bien sûr, enfin, pour moi, je pense que finalement, quand on est commissaire d'une biennale, on doit réussir sa biennale, c'est sûr. Bon, Colas, il a réussi sa biennale, Ravenel a réussi la sienne. Mais je crois que quand on est commissaire d'un pavillon national, ben, je pense que peut-être il vaut mieux rater le truc. Parce que les Espagnols, c'est vrai, ils ont réussi. Ouais, c'est vrai, c'est formidable. Donc ils travaillent, enfin ils disent des choses vraiment de manière... Mais c'est super bien, c'est vrai, c'est super clair. Parce que quand on rentre, il y a un dispositif super chiadé où on voit effectivement le pays qui s'est brutalement arrêté et puis donc les infrastructures qui sont habitées. Donc on comprend tout de suite la thématique. Et après, on va dans les salles à côté. Et puis là, on voit donc des architectes... Bon, qui ont déjà des œuvres très importantes derrière eux, qui font des toutes petites choses vraiment microscopiques. Bon, c'est magnifique, mais finalement, on voit ça, et puis on sort, on l'a complètement oublié, quoi. Tandis que, par exemple, les pavillons... Attends. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon cas. Comme par exemple, c'est pareil aussi pour les pavillons réussis, ouais, pour l'Allemagne, ouais, c'est réussi, mais bon, effectivement, c'est réussi
Et ce qui est bien aussi dans l'Allemagne, c'est qu'effectivement, ils font voir comment ils accueillent les réfugiés, comment ils font des logements sociaux spéciaux pour les réfugiés, un truc qui est complètement impensable en France, par exemple. Et puis après, ils font voir, effectivement, comment la ville est capable d'intégrer, d'assimiler des vagues et des vagues de réfugiés. Bon, tout ça, c'est bien. C'est vrai, comme tu l'as dit, c'est très bien fait, puisque le pavillon, il est percé donc, à tous les vents, donc on rentre comme dans un moulin. Donc c'est tout à fait juste, mais on sort de là, on l'a complètement oublié. Tandis que la France, moi je trouve bien, c'est que d'abord, voilà, le pavillon il est raté, bon je vais dire pourquoi, mais en tout cas la thématique elle est super intéressante, parce que c'est vrai qu'il parle donc des espaces oubliés, des interzones, des bords d'autoroute, et puis effectivement on voit des programmes donc hyper modestes. C'est un appartement qui a été fait, un appartement pour des fermiers qui veulent... je ne sais pas, avoir accès à la vie moderne et avoir des grandes surfaces blanches, des grandes fenêtres, etc. Mais ils sont dans un corps de ferme. On voit une boulangerie en bordure d'autoroute. On voit donc les très beaux bâtiments de Montigny. Bon, il n'est pas là, mais je ne sais pas si on en a parlé, mais bon, à Saint-Étienne, je crois. Les logements. Les logements, voilà. Les logements, on voit beaucoup de choses intéressantes, mais c'est vrai que voilà, on a beaucoup de mal, finalement, à comprendre, parce que autant, si vous voulez, si Frédéric Bonnet, il semble hyper intéressé par les gens qui habitent donc dans les périphéries pas possibles. Il est très méprisant quelque part pour les visiteurs, parce que tout est fait, vous voyez, pour qu'on ne puisse pas vraiment comprendre ce qui se passe. Par exemple, la boulangerie, là, elle est sur un billboard d'aéroport, donc on doit lever la tête et puis on doit attendre chaque fois que les panneaux se mettent en place pour comprendre, pour la voir. Pareil, il y a une salle qui est hyper intéressante, qui est consacrée donc à ce que l'architecture peut créer comme valeur, c'est vrai, parce que, vous voyez, c'est sûr que quand on construit, par exemple, ici à Paris, bon, on construit, on détruit, vous pouvez faire n'importe quoi, finalement, tout le monde s'en fout, quoi. À moins de faire des trucs horribles comme Villemotte pour l'église russe, d'accord, ça on le voit. Mais sinon, à Paris, si vous voulez, bon, ça supporte tout, on peut faire n'importe quoi. Mais par contre, dans une campagne, dans un paysage un peu sensible comme ça, n'importe quel bâtiment, il peut bouleverser complètement le paysage. Donc là, oui, même voilà, une toute petite baraque, ça peut tout changer. Donc c'est vrai que c'est hyper important qu'on puisse s'y intéresser. Et c'est vrai qu'effectivement, donc, je ne sais pas si ça va jusqu'à ce qu'ils disent, parce qu'ils parlent de créer de la valeur, créer de la richesse avec l'architecture. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a donc, disons, une très très grande responsabilité de l'architecte dans ces zones-là. Et je pense que c'est bien de le souligner. Voilà. Mais après, c'est vrai que c'est une biennale, je le répète, vraiment, il y a un certain mépris, finalement, du visiteur, mais c'est tant mieux, quoi, voilà, parce que quand on te prend ta bouteille d'eau comme ça, bon, bah, tu la désires un peu plus, tu vois, et là, c'est pareil, quand on te retire les explications, quelque part, c'est vrai que tu les désires un tout petit peu plus. Après, les pavillons, c'est vrai que bon, il y a le pavillon de la Belgique aussi qui est intéressant, qui est vraiment bien. Qui est pas loin du pavillon français d'ailleurs dans la thématique. Hein. Oui, tous ces pavillons sont assez proches. Sauf qu'il y a quand même l'art contemporain qui vient devant, parce qu'il y a une dimension fantastique dedans. Le photographe qui fait des architectures qui n'existent pas, qui vient les glisser dans la réalité là, d'un océan construit, c'est assez intéressant. On sent une sorte d'humour belge même là-dedans. Ah, tout à fait, je pense que les pavillons se répondent un tout petit peu. En tout cas, les pavillons européens, le pavillon espagnol répond au français. Oui. Et effectivement, le pavillon belge répond au pavillon espagnol et au pavillon français. Parce que, en fait, le pavillon belge, donc, le photographe, là, c'est Philippe Dujardin, donc il s'attache un petit peu à la... Voilà, tu disais de l'art, effectivement, c'est très disons, dans l'esprit surréaliste belge, vous voyez, avec Magritte, Delvaux... et puis je ne sais pas qui, Marien, vous voyez, donc effectivement, essayer de... Mais là, c'est très orienté, puisqu'en fait, tous les photomontages et tout le travail qui est présenté dans ce pavillon, eh bien, ça vise à accorder donc, un imaginaire donc, aux éléments les plus triviaux. Vous voyez, par exemple, une gaine qui traverse, donc, je ne sais pas quoi, un espace de bureau, elle est photographiée, elle est mise au mur, après on fait une installation où on la voit dans l'espace, et puis après, effectivement, elle est complètement, disons, déformée, elle se trouve nimbée dans une sorte d'imaginaire. La gaine, par exemple, vue par Philippe Dujardin, ça deviendra donc un autre ordre architectural, après la colonne dorique et puis la colonne corinthienne. Donc c'est assez fascinant, effectivement, vous voyez, d'arriver à développer, enfin, avoir une approche différente, mais le même respect d'une architecture triviale et quotidienne. Et c'est vrai que c'est intéressant aussi, parce qu'il y avait eu un débat
sur le pavillon français qui avait été porté par le Critique du Monde, là, sur le fait qu'il fallait absolument faire voir des réfugiés dans le pavillon français. C'était ça vraiment la ligne de front. Mais en fait, non, pas du tout. C'est vrai que la ligne de front, elle peut être reportée, vous voyez, là où on l'attend pas. Et je pense que la vraie ligne de front, effectivement, donc, c'est pas quelques Syriens comme ça qui traversent et qu'on voit à travers BFM ou je sais pas quoi, ITV, etc. Ça, c'est pas ça qui crée la ligne de front. La vraie ligne de front, effectivement, donc, elle est dans les profondeurs du pays. Et c'est vrai que je trouve que là, Frédéric Bonnet et puis les 15 architectes, les 15 équipes... Le collectif des AJAP, oui. Ils ont vraiment fait un travail tout à fait extraordinaire. Oui, ce qui est quand même assez intéressant dans le pavillon français, on va passer la parole à Philippe Trétiac, c'est que les scénographes ont décidé de détourner en fait les 4x3 de la pub, qui en fait sont le plus grand élément qui défigure les paysages français, pour justement intégrer un discours sur la qualité architecturale et le dessin, le projet. Là, c'est quand même assez fort dans le message. Après, est-ce que ce message est reçu ? Ça, on laisse le public répondre. Alors moi, j'ai me livré un exercice un peu particulier parce que pour la première fois depuis de très nombreuses années, je ne suis pas allé à la Biennale. Mais justement, n'y étant pas allé, je me suis beaucoup intéressé à la manière dont on en rendait compte, soit dans la presse, soit sur les blogs, et j'ai essayé de comprendre ce que c'était que cette Biennale à distance. Et je dois dire que la première impression que j'en ai, c'est ce que dit Frédéric Edelman, c'est le côté plan-plan. Parce que moi, ce qui m'intéresse à chaque fois que je vais dans une biennale, c'est justement d'essayer d'y voir comme un témoin de l'état de l'architecture dans le monde et à travers de l'architecture de l'état du monde. C'est toujours ce que j'essaye d'en rapporter. Dans ce qu'a dit Richard Scoffier, il y a un certain nombre d'éléments, justement, qui m'intéressent. Mais c'est ça que j'arrive pas non plus à bien percevoir dans les articles des uns et des autres. Alors peut-être qu'il n'y avait pas une ligne directrice dans cette biennale. Peut-être que précisément, elle part dans tous les sens, je ne sais pas. La première remarque que je voudrais faire, c'est qu'il me semble, et ça corrobore un peu ce que disait à la fin Richard Scoffier, il me semble que c'est en France qu'on a beaucoup tiré l'idée du thème Reporting from the Front vers le côté social. C'est pas du tout évident. Reporting from the Front, ça peut être tout à fait un retour sur les conflits. Une zone de front, c'est pas forcément une zone de front sociale. Ça peut même être une zone de front dans les matériaux, dans la façon de concevoir l'architecture. Enfin, il y a 1000 fronts. Il n'y a pas que le front social. Donc déjà, il me semble qu'on a vraiment tiré vers cet esprit-là en France. Bon, ça, c'est la première des choses. Juste une chose, parce que tu as parfaitement raison. Reporting from the front, c'est choisissez, chaque pays, choisissez votre défi. Quel est votre défi? Et chaque architecte, quel est votre défi? Quand Christian Quérez, celui qui fait la structure incroyable, le même architecte, lui, ça c'est son défi pour la Suisse, de ramener la question de l'architecture à la question de la matière et de l'espace. Donc là, il rentre dans le champ de fundamentals, mais le même architecte, que dans le pavillon international, lui, il parle des favelas au Venezuela. Eh bien ça, voilà un architecte très intéressant pour justement les différents angles. Il dit à chaque pays son combat. Donc voilà ce qui te donne complètement raison. Et il me semble d'ailleurs que Richard Scoffier donnait une illustration de ce front quand il explique que justement on voit arriver des nouveaux intervenants, comme les Indiens, les Iraniens, etc. Là, on a un front de l'architecture qui est précisément qu'il y a des nouveaux partenaires, des gens qui sont en train de prendre la place de d'autres. Là, on est vraiment sur une zone de front, voire une zone de faille. Il y a une autre chose que je voulais dire, c'est que j'ai été surpris par l'image de ces matériaux réutilisés par Aravena. Ça m'a vraiment rappelé ce qu'on appelle dans les mines la salle des pendus. On est vraiment dans un univers de la mine. Or, ce n'est pas du tout surprenant de la part d'un Chilien. C'est vraiment une image, je trouve, très typique du Chili. Bon, je voudrais parler un moment du pavillon français. Je ne peux pas, évidemment, en dire des choses très précises, parce que je ne l'ai pas vu. Mais je sais quand même que lors de la conférence de presse, quand Bonnet et quelques architectes autour de lui ont exposé le projet, j'ai posé une seule question. La question, elle était simple. C'était, sachant que les gens y passent 10 minutes par pavillon, au mieux, quel effort avez-vous fait et sur la façade et sur la façon de présenter les projets pour les attirer?
j'ai pas eu de réponse. Et ça m'étonne. Et ce que j'entends aujourd'hui ne me surprend pas. Le fait que, peut-être, Richard Escoffier, tu dis, c'est très bien de rater un pavillon. Je me souviens qu'on avait eu cette discussion sur le fait qu'un projet littéraire, c'est toujours le rater, mais qu'un architecte, c'était beaucoup plus compliqué de rater un bâtiment, de rater un logement, etc. Peut-être qu'un pavillon, une exposition, ça se rapproche plus, justement, d'un exercice de type artistique que de l'architecture. Mais je ne suis pas convaincu par cette notion que rater, ce soit bien. Moi, il me semble qu'au contraire, il y a un problème dans ce pavillon, cette fois-ci. Quand Frédéric Dard racontait que San Antonio, il racontait que quand on l'interviewait, 9 fois sur 10, les articles étaient écrits à la San Antonio. Là, il me semble qu'on est dans le même profil. C'est-à-dire, comme on a voulu parler d'architecture modeste ou de petits projets, on le présente de façon modeste et petitement. Et je pense que c'est ça l'erreur. Je pense que, comme d'habitude, le pavillon français, il souffre du fait qu'on a en France une espèce de désamour ou de rejet ou d'aversion pour tout ce qui est comme. Tout ce qui serait communication, volonté d'exposition, etc. Attirer le client, c'est mal vu. Je pense que ça, c'est une grosse erreur. Alors bon, ça, mais encore une fois, je juge à distance. Voilà, j'ai lu ici ou là, sous la plume, enfin, de Jean-Philippe Hugron, ou quelques éléments ici ou là qui me donnent le sentiment qu'il y avait cette histoire de briques réutilisées, de briques sales, etc., chez les Uruguayens, c'est ça. C'est très intéressant parce que ça montre aussi une chose, je ne sais pas si on en a déjà parlé ici, mais ça montre aussi que dans cette architecture de type social, il y a le développement d'une architecture de type low cost. Et Dieu sait que les architectes en place, et particulièrement en France, l'ordre des architectes, par exemple, ce sont des gens qui sont très inquiets du développement de cette architecture locale, parce qu'ils ont le sentiment qu'ils vont se faire déposséder encore un peu plus de l'architecture. Déjà que les paysagistes, les urbanistes, les ingénieurs leur piquent des marchés, maintenant ils vont se faire piquer les marchés par n'importe qui, c'est-à-dire un type qui est un chef de quartier, je ne sais pas quoi, ils vont pouvoir faire de l'architecture. Donc c'est sûr que l'architecture à venir de type social, et c'est une architecture low cost et qu'elle pose des problèmes. Bon voilà, c'est des réflexions comme ça, je ne peux pas en dire tellement plus, j'y étais pas. Vous n'avez pas du tout parlé du pavillon du Japon. Parce que le pavillon du Japon, d'habitude, c'est toujours une réussite. Jamais il a été raté, celui-là. Donc, mais vous n'en avez pas parlé, ça m'a frappé. Par charité. Par charité. Mais vas-y, exprime-toi. Non, mais même, c'est très curieux, je ne m'en souviens plus. Bon. Tellement ma charité est grande. Mais mon voisin de gauche, C'était que des jeunes architectes qui présentaient travail sur la ville, sur des micro-projets, avec cette travail. Non, mais il était très réussi, c'est pour ça qu'on s'en rappelle plus, quoi. On se rappelle plus facilement de quelque chose qui est complètement raté. Non, mais je vais revenir sur les lignes de front, parce que c'est vrai qu'il y a une différence entre les projets qui sont présentés à l'Arsenal et puis les projets qui sont présentés donc, dans le pavillon central. Parce qu'à l'Arsenal, malgré tout, il y a une certaine continuité, voilà, effectivement, avec Wang Shu, les gens qui travaillent, qui recyclent de manière presque industrielle un tas de matériaux pour faire des tuiles, pour faire des sols. C'est vraiment hyper impressionnant. Là aussi, vous voyez, on voit la montée en puissance de la Chine. Et puis, toute la promenade, elle se termine là, sur l'Indien qui a fait un parc à la Gaudi, là, donc à Chandigarh, en recyclant lui aussi les matériaux. Donc on voit, il y a une certaine cohérence à l'Arsenal. Et après, c'est vrai que dans le pavillon central, effectivement, c'est à chacun son combat. Et les combats sont très contradictoires. Et ça, c'est ça qui est super intéressant, parce que finalement, le combat de on a parlé de social tout à l'heure, mais le combat de Manuel Aires Mateus, bon, c'est plutôt effectivement creuser des espaces intérieurs. Donc effectivement, sa salle est magnifique, hein, c'est une salle complètement sombre. Et puis, même la Cimès, si vous voulez, donc, il a creusé et aligné différents espaces intérieurs. Oui, mais justement, qu'est-ce qu'il dit, lui? Il rappelle au monde que l'architecture, c'est l'espace. Juste un truc au cas où certains l'auraient oublié. C'est son combat, voilà. Mais c'est son combat à lui. Et par exemple, c'est pas parce que c'est une architecture qui est creusée, qui est un petit peu matricielle. Et après, il y a d'autres combats. Il y a le combat, par exemple, effectivement, du Suisse, je crois Gruber, hein, qui lui revient un tout petit peu sur l'espace moderne. Il va faire une sorte de manifeste pour l'espace. Et ce qui est trop génial, c'est qu'au lieu de faire un manifeste, il fait une sorte de requiem, parce que
effectivement, c'est un espace comme ça, tout blanc, avec un travelling. Et puis, dans cet espace blanc, il est uniquement occupé par les chaises de Miss Van der Rohe ou de IMS. Mais effectivement, c'est un espace qui est pratiquement mortuaire. Quoi, voilà. Mais lui, c'est son combat, le combat pour la défense de l'espace moderne, même si, effectivement, je le répète, son combat, plutôt que d'être au niveau du manifeste, il est au niveau du requiem. Voilà. Mais chacun son combat. Effectivement, je trouve que c'est finalement assez beau dans cette biennale de sentir des grands mouvements, et de voir qu'il y a des pays qui vont quelque part dans la même direction, et puis après, effectivement, donc, des tas de petits combats qui parfois peuvent mener à des impasses. Alors Frédéric, toi qui adores la Chine, le pavillon chinois, on l'a beaucoup regardé ces dernières années, c'est quand même l'émergence d'une nouvelle scène architecturale et autres. Là, quand même, c'est un peu étonnant, ce positionnement sur le design, sur le costume et autres, ça nous emmène ailleurs. Comment tu as analysé ce combat Honnêtement, je n'ai pas réussi à analyser. Ce qu'on peut simplement noter, c'est que le nombre de Japonais qui étaient à la Biennale de Venise était à peu près le même, et les personnes qui étaient là étaient à peu près les mêmes que ceux qu'on avait fait venir ici. Il y avait entre Liu Jiakun, Wang Shu, etc., ils étaient tous là, extrêmement sages d'ailleurs. Mais je ne suis pas sûr que c'était les mêmes qui avaient fait la présentation. Pas du tout, pas du tout. Et donc je suis resté un peu perplexe et j'ai plutôt cherché à voir nos anciens camarades qu'à gloser sur ce qui était présenté là. Il y a ce projet de Liu Jiakun juste à côté d'Aires Mateus, c'est quand même fantastique, là. Les logements construits sur les terrains de football, avec les parkings et autres. Là, il y a une hyper-modernité absolument fantastique. C'est à Shanghai, je crois, ce projet. Ça, c'est vraiment intéressant. Et alors là, il se démarque de tous les autres en prenant cette... Tu as vu ce projet, Richard ? Oui, je l'ai vu, mais je l'ai oublié. En fait, moi, ce que je voudrais parler, c'est plutôt... Mais tu deviens amnésique ou quoi ? Oui, je suis alzheimerien, je suis le critique alzheimerien, le critique aveugle, sourd et alzheimerien. Voilà, c'est ça le vrai critique aujourd'hui. Quand ça t'arrange. Comme disait Bakounine, nous sommes les pilotes aveugles de la Révolution. Voilà. Et moi, je suis le pilote alzheimerien et aveugle de la critique architecturale. Donc voilà, moi, ce que j'ai aussi apprécié dans cette biennale, c'est le fait que, quelque part, il y a les deux matériaux, disons, qu'on retrouve toujours dans les biennales, voilà, le béton et puis l'acier, tout d'un coup, ils ont disparu. C'est la brique, c'est le feutre, parce qu'il y a des yourtes, c'est la pierre. Il y a d'ailleurs un très très bel espace qui est réservé à Kengokuma, où ils mettent en œuvre donc, différents matériaux, donc le bois bien sûr, l'aluminium, la pierre. Et ça aussi c'est quelque chose d'assez important parce que quelque part, voilà, c'est ça aussi qui est assez important, c'est que finalement cette biennale mondialisée, eh bien, elle prend d'autres matériaux. Et quand on ne prend plus le béton ni l'acier, bien quelque part, on ne se pose même plus la question de la modernité, quoi. C'est vraiment quelque chose qui est complètement dépassé. Et puis on ne retombe pas toujours dans l'opposition entre contemporanéité ou postmodernité et modernité. On est vraiment ailleurs, quoi. C'est ça quand même malgré tout, un sentiment de libération que j'ai quand même ressenti dans cette biennale. Et ça c'est quelque chose de super positif. Et puis... aussi, il y a aussi un pavillon que je vous conseille de voir si vous y allez parce qu'il est trop marrant, il est trop cruel, il est trop impolitiquement correct. Parce qu'effectivement, chaque pays a sa ligne de front. Donc nous, en France, on s'intéresse donc aux gens qui habitent, je sais pas, donc dans des bords d'autoroute, dans des zones impossibles. Mais là, donc à Singapour, ils ont voulu montrer leur politique de logement social. Et donc, je l'aurais pas compris parce qu'effectivement, quand on voit, je sais pas combien de pavillons par jour, on comprend pas. Mais le commissaire m'avait expliqué très fièrement, voilà ce qu'on fait à Singapour. On est 1000 fois en avance sur tous les autres pays. Vous, par exemple, vous faites du logement social, mais vous les louez, puis les gens ne paient pas leur loyer, puis après ils dégueulassent tout. Nous, on fait du logement social, mais on le vend.
Et regardez ce que ça donne. Effectivement, donc, on voit que les gens, comme ils ont acheté, ils sont obligés donc, d'entretenir leur logement, parce qu'effectivement, s'ils ne l'entretiennent pas, eh bien, ils perdent de sa valeur, et puis ils ne pourront plus le revendre s'ils souhaitent le faire. Et donc l'exposition, elle est vraiment hyper réussie, là encore, parce que ce sont des lanternes, vous voyez, qui sont à hauteur d'yeux, qui est donc une trame de lanterne. Et dans ces lanternes, donc, au centre, il y a une toute petite maquette de l'immeuble de logement. Et puis, sur 3 côtés de la lanterne, il y a les intérieurs hyper propres, donc des gens qui, au garde à vous, surveillent que leurs biens ne se dégradent pas. Voilà, c'est ça la grande avancée sociale de Singapour. Et c'est super intéressant, effectivement, de la voir au même niveau que, là, nous, les Français, avec notre Frédéric Bonnet national, un très préoccupé des banlieues pas des banlieues déshéritées, mais des territoires totalement à reconquérir. Comment ? Territoire à reconquérir. À reconquérir, voilà. Donc c'est ça aussi ce qui fait le charme de la Biennale, cette opposition très très libre des pavillons. Mais quand tu soulignes le fait que finalement les pavillons européens sont en résonance, je partage complètement ce point de vue. C'est vrai que la France, la Belgique et l'Espagne disent en fait la même chose, mais chacun choisit une voie différente. Alors après, évidemment, il y a la façon de le montrer, mais ce qui est très intéressant dans le pavillon espagnol, c'est que l'Espagne a été vraiment meurtrie par l'éclatement de la bulle immobilière. Les agences n'existent quasiment plus, que les meilleurs architectes n'ont pas de travail et autres, et que là, ils ont sorti les meilleurs projets dans les petites choses. Quand on voit ce petit ascenseur à Gironella, en haut de la Catalogne, là, voilà, tout petit projet pour relier 2 niveaux dans une ville, et on voit à quel point ça s'est mis sur le même plan qu'un travail sur un musée et autres. Ben ça, c'est fantastique. Voilà. Donc, c'est vrai qu'ils parlaient la même langue. Moi, ça m'a frappé dans cette biennale. Donc, le front européen, il est quand même sur la reconquête. Voilà, et que le fameux bling-bling espagnol, eh ben, il a été mis sur le côté pour montrer qu'il y avait quand même un message d'espoir. Enfin, moi, je l'ai pris d'une manière très optimiste, le pavillon espagnol, non ? Non, tu l'as déjà oublié, ça aussi. Il l'a oublié. Vous n'avez pas parlé du pavillon américain ni du pavillon russe ? Le pavillon russe est très réussi. Comme d'habitude, d'ailleurs, c'est vrai, parce que il y a, je ne sais pas, enfin, je ne sais pas pourquoi ils font ça, d'ailleurs, parce qu'il y a 2 ans, c'était pareil. Ils jouent sur le kitsch. Et là, donc, ils ont présenté un quartier de Moscou. Je ne me rappelle pas son nom, mais je l'ai visité, c'est vrai, c'est un truc, mais on ne peut pas le visiter sans émotion, parce que c'est là où il y a l'Ukrainien, l'ouvrier, la kolkhosienne, là, avec le marteau. Donc il y a toute l'imagerie donc, communiste, on la retrouve donc, dans ces pavillons agricoles, avec donc, des kolkhosiennes qui portent des gerbes de blé, des choses comme ça. Et donc, il s'interrogeait sur est-ce qu'on pourrait donc, refaire la même chose aujourd'hui, donc, sur des thématiques différentes. Donc, il y avait un côté à la fois nostalgique, mais surtout hyper ironique donc, par rapport à leur propre histoire. Et ce n'est pas du tout ce qu'on s'attend à voir de la part, effectivement, d'un pavillon de la Russie de Poutine. Et le pavillon américain ? Donc, c'est à Detroit. Donc c'est dans la ville de la désolation, dans la ville qui était avant Motown, qui va devenir peut-être Farmville. Est-ce que vous n'étiez pas un peu surpris de voir ces univers formels extrêmement forts non ? Donc c'est complètement décalé, excuse-moi, c'est vrai. Donc on s'attendait, mais c'est pareil, voilà, autant les Russes réussissent leur pavillon à Venise, et autant les Américains le ratent, quoi. Je ne me rappelle pas, il y a 2 ans, ce que c'était, mais... et là, c'est pareil, effectivement, bon, c'est sûr, c'est important, c'est aussi une ligne de front, Detroit, décroissant, c'est super important, mais faire montrer les travaux d'étudiants avec des blobs et des structures organiques, on ne comprend pas, quoi. Il n'y a pas de... Il aurait pu y avoir des choses peut-être un tout petit peu plus intelligentes. Philippe ? Oui, non, j'écoute avec intérêt ce que tu dis sur ce que dit Richard Scoffier sur le pavillon russe, parce que c'est déjà, il y a 2 ans, c'était déjà ça. C'est-à-dire ils sont toujours dans la perspective ironique de la réutilisation de leur imaginaire communiste.
D'ailleurs, ce serait très intéressant d'imaginer un pavillon français qui s'interrogerait sur la manière dont on réutiliserait les archétypes de l'architecture française. Ce serait pas si mal. C'est vrai que l'architecture française, elle est surtout réutilisée maintenant en Chine, quand ils font des copies conformes de Versailles. Mais enfin, ce serait intéressant. Je vais revenir un instant sur Singapour, parce que je sens bien que mon voisin, il se moque de Singapour. Mais en vérité, c'est très intéressant, Singapour. Non, mais pour une raison simple, c'est que je crois que c'est le seul pays au monde, dans toute l'histoire, qui a été créé contre la volonté de ses habitants. C'est une histoire incroyable, Singapour. Singapour a été créé quand la Fédération de Malaisie a décidé de se séparer de l'île de Singapour. En une journée, ils ont obligé Singapour à se décréter indépendant. Singapour s'est retrouvé sans armée, sans police, avec absolument rien, juste la communauté chinoise. 50 ans plus tard, on voit ce qu'ils sont devenus. Je dis ça pour dire que à Singapour, les gens sont fiers de tout. C'est-à-dire que les gens soient fiers de leur appartement, c'est normal. Ils sont fiers de tout. Non mais Singapour, c'est vrai, j'y suis allé, c'est un petit peu comme, vous voyez, c'est comme un petit peu le truc des Shadoks avec les gibus, je sais pas quoi, vous voyez, il y a les Shadoks qui sont comme ça, là, et après il y a ceux qui sont en dessous, avec les pieds en haut et la tête en bas. Et c'est vrai que quand on va à Singapour, c'est un petit peu l'impression qu'on a, qu'on est les pieds en haut et la tête en bas, hein, parce que je me rappelle très bien qu'ils étaient un jour aperçus que finalement les enfants des classes favorisées allaient à l'université et donc réussissaient. Et par contre, les enfants des classes défavorisées, eh bien, ils faisaient rien, quoi. Ils n'arrivaient pas à aller à l'université parce que c'était très cher, d'abord il fallait la payer. Et donc ils ont décidé, mais un truc hyper logique si on veut, enfin, hein, c'est-à-dire qu'on va donner des bourses donc, aux classes favorisées pour qu'ils puissent avoir des enfants et puis, ou des subventions. Et puis au contraire, on va donner des subventions aux défavorisés pour qu'ils n'aient pas d'enfants. Voilà. C'est la logique singapourienne. Et c'est vrai que c'est bien que, voilà, à la Biennale de Venise, quelque part, eh bien, ils défendent leur point de vue. C'est vrai que là, c'est plus la mondialisation, c'est la science-fiction. Est-ce que le public voudrait réagir sur la Biennale de Venise rapidement ? Y a-t-il des interventions, des remarques, des critiques ? Non. Alors on va passer au deuxième sujet. On va partir à Londres. Donc Londres, il y a quelques jours, s'ouvrait l'extension de la Tate Modern. Alors évidemment, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est que la Tate Modern. Je vais juste rappeler qu'il y a eu 3 étapes. En 2000, on a vu le lieu de toutes les installations, le Turbine Hall, avec, rappelez-vous, Louise Bourgeois et Weiwei, Oliafour Eliasson, c'est-à-dire cette immense nef, cette cathédrale du travail transformée pour l'art. Puis il y a eu l'ouverture des tanks, les fameux réservoirs donc souterrains qui ont été donc dédiés à la vidéo. Et là, on s'est aperçu qu'il y avait des spatialités incroyables pour de différentes formes d'art. Mais quand même, la Tate s'était aperçu qu'il manquait des espaces autres, un peu comme on avait dit ça du Centre Pompidou quand on l'avait lancé, c'est-à-dire imaginer un lieu pour l'art. Et donc, ainsi est née la Switch House. Donc Switch, hein, c'est ce qui va changer les choses, hein, pour traduire, donc qui va prendre cette forme de pyramide. Et là, on voit bien qu'on est passé de la transformation versus la destruction. Je rappellerai qu'Herzog et de Meuron vont gagner le concours justement sur l'idée de ne jamais détruire le travail de Gilbert Scott, donc cet architecte avec cette magnifique centrale thermique. Il y a eu cette extension où Herzog et de Meuron parleront de found spaces, donc d'espaces trouvés, et donc on est passé là d'espace trouvé à espace créé. Donc c'est assez intéressant. On va parler de la figure de la pyramide qui a l'air quand même de les obséder, hein. Le triangle de Barcelone, le triangle de la tour de Paris, la pyramide, et puis on va pouvoir aussi discuter de cette cathédrale de travail qui est devenue une citadelle, parce que l'ensemble apparaît comme citadelle de briques, structure béton, hein, dans le nouveau bâtiment, et je vais passer la parole à Sophie Trelka tout de suite, structure béton, mais pot de briques pour unifier l'ensemble. Il y a là quand même un travail assez incroyable sur 16 ans. Oui, un travail incroyable, un projet absolument magnifique. Peut-être avant d'aborder le projet en lui-même, ce qui est peut-être important de dire, c'est à quel point la ville de Londres se transforme à une vitesse absolument incroyable. Et moi, je n'y étais pas retournée depuis 2 ans. Et ce qui m'a vraiment frappée en arrivant sur le site et en allant tout de suite au 10e étage de l'extension, c'est de voir à quel point le paysage alentour très proche s'était transformé avec l'ajout de tours.
Donc là, pour le coup, on a vraiment un urbanisme décomplexé. Je n'aime pas beaucoup ce mot-là qui est complètement galvaudé en ce moment, mais là, ça correspond assez bien. Et donc, on voit qu'on est vraiment dans une ville où il y a tous les possibles, inimaginables. La tour de Foster, The Gherkin, elle a complètement disparu. Elle est maintenant entourée par tout un tas de nouvelles tours. Donc il y a une espèce de... presque quelque chose de... Ça, c'est sur l'autre rive. Hein. Oui, sur l'autre rive. Mais d'une manière générale, de toute façon, quand on regarde aux alentours, c'est une espèce de forêt de grues qui se présente à l'horizon. Donc à partir du moment où tout et n'importe quoi est possible, je trouve que c'est vraiment une chance que cette extension ait été à nouveau confiée à Herzog et de Meuron, qui ont là réussi un coup de maître en ajoutant un bâtiment et en faisant en sorte que la Tate ce soit un et unique bâtiment, bien qu'il y ait à nouveau cette extension. Ce qui est absolument très très bien mené également, c'est la question des entrées et l'accroche dans le quartier, puisque le bâtiment transformé, le bâtiment de Scott souffrait peut-être d'être un peu trop ouvert côté Tamise, et le lien vers le quartier derrière, vers South Bank, était un peu moins probant. Et justement, avec l'extension, c'est l'aménagement d'un petit parvis à l'arrière, c'est une question qui est complètement résolue. Donc on arrive toujours par la grande entrée qui nous mène au niveau le fameux grand plan incliné, avec la partie vide dans laquelle il y a toujours ces immenses installations artistiques qui sont formidables. Donc on se souvient à l'ouverture de Louise Bourgeois, ensuite il y avait eu Olafur Eliasson. Et donc, à partir de cette rampe, on accède dans les tanks. Et là, on est accueilli par un grand escalier en béton qui va amener à tout un parcours très facile dans le musée, qui a un programme assez varié. Finalement, les espaces consacrés aux expositions, ils ne sont pas si importants que ça. Il n'y a que 3 niveaux qui sont consacrés aux expositions, et ce sont des espaces qui sont quand même relativement petits. Donc c'est pas autant le bâtiment lui-même, il est très enthousiasmant. Il y a plein d'espaces en mezzanine, de petits sous-espaces. Ils ont aménagé des tas d'endroits pour s'arrêter derrière les garde-corps. Les garde-corps se prolongent par des bancs en béton moulé. Donc c'est plus presque un lieu pour se poser, pour déambuler, qu'un lieu pour les expositions. Mais pourtant, l'enjeu, c'est de 60% de surface supplémentaire. C'est ce qu'ils ont annoncé à la Tate. Oui, effectivement, mais c'est pas ce qui prévaut à la visite. C'est pas ce qui est pas le plus présent. Parce qu'on a quand même ces vues spectaculaires sur Londres, avec 2 immenses espaces, un espace de restaurant, un espace avec des salles pour s'arrêter, un espace pour des ateliers. Donc c'est le niveau qu'on appelle Exchange. Il y a une fondation avec des artistes qui seront invités. Il y aura des ateliers en collaboration avec des artistes. Donc le côté exposition, c'est pas ce qui prime, c'est pas ce qui se perçoit le plus fort dans la visite. Finalement, on se retrouve dans les espaces d'exposition, on se retrouve finalement dans des salles assez banales, qui sont très belles, mais c'est pas ce qui transporte le plus dans cette extension. Frédéric. Moi, je suis resté un petit peu sceptique, c'est mon jour aujourd'hui, mais sur l'aspect notamment extérieur de l'édifice. La brique est un peu triste, mais c'est assez logique, c'est dans la foulée de cette magnifique usine électrique, mais
il n'y a plus aucun rapport entre la forme qu'ils ont choisie, qui n'est pas une pyramide, qui est plutôt une sorte de fromage de chèvre un peu complexe. Et à l'intérieur de ça, ils ont... Alors, ça s'améliore beaucoup. C'est une pyramide hybride, alors, si tu veux. Tu préfères. Voilà, exactement. Enfin, à l'intérieur de cette pyramide hybride, ils ont fait quelque chose d'assez curieux, c'est-à-dire il y a des salles qui peut-être donnent l'impression de ne pas être gigantesques, encore que, hein, c'est pas minuscule, mais surtout il y a quelque chose d'inhabituel, c'est le caractère extrêmement large et vaste de toutes les circulations. C'est-à-dire on a l'impression qu'il va y avoir en permanence des troupeaux, comme si c'était un abattoir, pardon, mais qui devaient se diriger, d'autant plus que les circulations sont en général, adoptent la forme d'une... de rampe. Oui, d'une rampe circulaire. C'est l'effet Guggenheim, ça. Pardon ? La rampe circulaire. Guggenheim. Non, parce qu'il n'y a rien d'exposé dans les rampes. Ce sont juste des circulations. Et on se pose un peu la question. Apparemment, en tout cas, ce que donnait l'impression que donnait ce bâtiment le jour où on y est allé, c'était que c'était un bâtiment dédié principalement à la circulation des classes d'enfants. C'est très large. Et partout, ils peuvent se regrouper, s'asseoir par terre devant les œuvres. Et c'est assez attendrissant. Bon. Pour le reste, ce sont quand même d'assez grands espaces qui sont... Je crois qu'il y a 14 000 mètres carrés quand même, c'est pas négligeable. Et il ne devait pas avoir besoin de plus. Ce qui est étonnant, c'est que dès 2005, 5 ans après l'ouverture de la transformation du bâtiment de Scott, il était déjà envisagé d'apporter une surface supplémentaire. Et donc le succès de ce projet, ça a eu un impact énorme à l'échelle du quartier. Tout ce quartier de Southside, ça s'est transformé aussi grâce à ce projet-là qui a été vraiment, vraiment moteur. Oui, non, mais ça, on ne peut pas douter de l'impact du développement. Mais il ne faut pas oublier la Shard of Glass de piano, qui est juste à côté. C'est un ensemble sur le South Bank qui a quand même... C'est méconnaissable, en effet. Donc c'est vrai que ça a créé de la valeur sur ce quartier qui était complètement industriel, très mal famé. C'était quand même terrible avant, hein, dans les années 70. Donc personne, d'ailleurs, n'y allait. Donc depuis, il y a cette passerelle faite par Caro et Foster, là, qui est assez extraordinaire, qui amène justement à se reconnecter sur un nouveau carrefour autour de l'art. Mais dans cette nouvelle forteresse, il y a quelque chose là que j'entends pas encore, c'est comment vous semblez dire qu'il n'y a pas d'art dedans, que c'est juste pour accueillir des enfants, c'est quand même un peu court, non? Non, non, mais peut-être qu'il y avait beaucoup d'enfants ce jour-là, mais... Non, mais c'est qu'il n'y a pas de rupture fondamentale entre les collections du grand vaisseau et celle qui se trouve là. Et puis pour être honnête, j'ai surtout visité le nouvel édifice et je ne suis pas allé vérifier ce qui avait été déplacé ou pas déplacé. D'accord. Mais il y a quand même pas mal d'œuvres qu'on connaît. Mais alors sur le plan de l'architecture, donc cette structure béton avec ses coupures très, très, très spéciales aussi, hein, donc le bâtiment hybride en effet dans sa forme, ces effets là, presque au cutter là, de c'est assez intéressant dans cette peau. Il y a une peau qui veut unifier. On retrouve tout le travail sur la peau qui est présent dans pratiquement tous les bâtiments chez Herzog et de Meuron. Et là, encore une fois, il y a un travail d'invention au niveau des matériaux qui est extraordinaire. Il y a un travail de l'abri qui est extraordinaire. Donc il y a vraiment
donc une brique spéciale qui a été mise au point. En fait, c'est une double brique. Ce sont 2 briques collées avec de la résine et qui sont montées une par une et qui sont fixées les unes aux autres par des tiges d'acier. Puisqu'en fait, là, on ne le perçoit pas vraiment sur les photos, mais il y a vraiment un travail de claustrat. Voilà, c'est ça. Donc, les briques ne sont pas... elles sont traitées en claustrat, et elles sont simplement en partie... En soubassement, elles sont en partie pleines. Et voilà, là, il y a une matérialité extraordinaire et qui, de plus, se fonde totalement avec le bâtiment de Scott. Ça, c'est vraiment saisissant quand on sort du métro. On a l'impression que le bâtiment, il a toujours été là. Donc, ça, c'est quand même vraiment le coup de maître d'Herzog et de Meuron. Enfin, ne serait-ce que pour le... Enfin, à la limite, peut-être le bâtiment, il est tellement fort, hein, l'ensemble crée quelque chose de tellement fort que, à la première visite, effectivement, on est peut-être un peu submergé par l'architecture aux dépens de ce qui est exposé. Donc, Frédéric, on peut dire que c'est une bonne extension ? Puisque c'est l'exercice, c'est l'extension. Oui, non, c'est... Oui, l'extension de leur... Oui, il y avait le travail du palimpseste sur le travail d'un architecte dans les années 60, et puis là, maintenant, c'est eux-mêmes qui... Je fais partie des gens qui aiment beaucoup Herzog de Meuron, mais je suis, moi, pas passionné par cette, comment dirais-je, par ce savon de Marseille. Mais qu'est-ce qui manquerait ? Je ne sais pas, un peu de calme. Comment dire, il y a une... entre le bâtiment de Gilbert Scott, la grande halle, tout ça est très posé. Tout ça est très calme, très... Et le nouveau bâtiment qui arrive là, il arrive là un peu à gage, il regarde dans tous les sens, il ne sait pas trop où il est. Et une forme, disons, un peu moins foldingue dans le genre géométrique qui n'aurait peut-être pas été malvenue. Mais enfin, voilà, c'est fait. Donc, on a un savon de Marseille. Richard ? Philippe ? Non, moi, je ne l'ai pas vu non plus, mais il y a une question que je me pose, c'est que d'abord, je me souviens quand on avait parlé du Kunstmuseum de Bâle, il y avait un travail sur la brique comme ça énorme. Donc, on a le sentiment que les Suisses et la brique, il y a quand même un savoir-faire particulier, même s'il est mis en œuvre dans un autre pays. Mais la question que je me pose, c'est qu'en général, quand même, les architectes, quand ils donnent un dossier de presse ou qu'ils font une conférence de presse, ils expliquent un peu l'idée de la forme. D'où vient justement cette idée de torsion là ? Ils n'ont pas expliqué ça ? Non. Le propos du bâtiment, c'est vraiment... ce qu'ils ont cherché à faire, c'est créer un unique bâtiment, bien qu'en apportant cette extension. Et de ce point de vue-là, moi, je trouve que c'est une réussite totale. À un moment donné, en fait, il y a une nouvelle passerelle qui permet au 4e niveau de relier le bâtiment de Scott. Et on est vraiment emmené dans un parcours. On arrive sur la passerelle, on s'en rend même pas compte. Et elle est dessinée de telle manière que on se demande si elle existait avant ou pas. Et non, c'est une nouvelle liaison qui est en surplomb dans la grande partie vide. Je ne peux pas répondre non plus sur l'effet de twist. Ce qu'on peut dire, c'est que Herzog de Meuron, sur le musée de Young à San Francisco, ils avaient déjà c'était livré déjà un effet de torsion tout à fait remarquable avec ce musée qui était sur une seule peau. Là, en l'occurrence, c'est une peau de métal qui était martelée, trouée et autres. Ça, c'est tout leur travail sur les enveloppes. Et sur la brique, en effet, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'ils viennent de livrer un bâtiment chez Vitra, là, dans le nouveau campus, là, un nouveau bâtiment entièrement un travail sur la brique. Que dans Unterlinden à Colmar, pareil, c'est un travail au sein d'une ville patrimoniale. On en parlera la fois prochaine dans notre réunion. Oui, bien sûr. Parce que c'est quand même très très intéressant, l'inscription dans le milieu patrimonial, c'est aussi un travail sur la brique. Donc c'est vrai que là, il y a une expérimentation sur un des éléments les plus, j'allais dire, basiques de l'architecture. C'est quand même intéressant, ça, non ? Ce qui est amusant, c'est que je me souviens que des architectes expliquaient autrefois que si les Anglais étaient passés au high-tech,
c'est précisément parce qu'à l'époque, ils en avaient ras-le-bol de dessiner des briques. Parce qu'à l'époque, on les dessinait à la main. Et je pense que c'était pas absurde, cette idée d'avoir trouvé dans l'acier une façon d'échapper à cet horrible travail minutieux d'autrefois. Alors évidemment, l'informatique a complètement bouleversé ça. Mais c'est vrai que les Anglais avaient une tradition de la brique extraordinaire. Moi, en l'occurrence, là, c'est posé de façon traditionnelle. Oui, en plus, c'est posé. C'est pour ça que je soulignais ça. Pas dessiné, mais posé. Oui. Mais moi, ce bâtiment, il me fait penser à certains dessins de Claude Parent pour les centrales nucléaires. Oui, pour les centrales nucléaires, ça me rappelle ça. Ouais. Centrale thermique, centrale nucléaire, bon, finalement. Y aurait-il des réactions, questions, interrogations, discussions? Vous avez le droit de mettre les critiques en critique et en porte-à-faux, hein, vous avez le droit. Hein. Alors dans ce cas-là, on va partir à Bordeaux. À Bordeaux pour parler de la cité du vin. C'est au bord de la Garonne, dans une zone qu'on peut qualifier de laboratoire de l'architecture. Je veux parler du bassin à flot. Ce bâtiment est un signal, à l'évidence, pour ne pas dire une icône. C'est une architecture métaphorique qui se veut tout de même conceptuelle. Un bâtiment qui imprime une dynamique. Le vin est là considéré aussi, il fait l'objet d'un parc à thème, hein, ça c'est le programme, et qui amène à une immersion dans le monde et en effet de l'œnologie. Donc les architectes sont XTU, qui a été lauréat devant Marc Barani, Toyo Ito, Brochet, qui eux avaient tous fait des architectures en plateforme. Je me souviens du concours, et je crois que Richard avait écrit sur le concours à l'époque. Et puis XTU a gagné justement sur cette forme dont nous allons parler. C'est une structure en bois, qui nous rappelle, non pas dans sa forme, mais dans son dispositif structurel, le musée, le pavillon de l'exposition universelle de Milan, que XTU avait réalisé, et puis une peau d'aluminium et de verre qui, elle, pourrait nous rappeler aussi le musée en Corée, parce que XTU est une agence qui travaille beaucoup sur les expérimentations, quoi qu'il en soit. Alors, qui commence? Richard, peut-être. Oui, moi je veux bien commencer, mais le problème c'est que je vais en dire du bien, et je pense que mes camarades vont en dire du mal. Alors je préférais parler après, peut-être. C'est bien, tu présupposes. Mais il est incroyable, quand il n'est pas amnésique, il présuppose. Alors, c'est moi qui vais désigner d'office. Oui, moi, je suis extrêmement dubitative. C'est un projet que... Tu n'aimes pas le vin? J'aime beaucoup le vin, mais là, je trouve que c'est vraiment un bâtiment qui ne correspond pas du tout à ce qu'on attendrait. Enfin, pour moi, le vin, c'est quand même le monde du raffinement. Peut-être pas au moment des vendanges, mais bon, enfin, en tout cas... à un moment donné, un certain raffinement. Là où est le raffinement, on ne sait pas. Et je pense que le problème, c'est que les architectes, j'ai l'impression qu'ils se sont vraiment laissés complètement enfermés dans la métaphore. Donc, tout est une tentative de se rattacher au monde du vin. Donc, chaque élément, donc la forme, c'est le vin qui s'écoule dans un verre ou c'est une carafe de vin. L'entrée, c'est censé être une cave, donc elle est du béton lasuré. Les lumières, ça doit rappeler le vin, donc il y a des espèces de puits de lumière rouges. Et donc ça donne un espèce d'excès, ça part dans tous les sens. Et en plus, les promesses de départ, il y a des arguments que défendent les architectes qu'on ne retrouve pas du tout dans l'acte bâti. Moi, je suis désolée, quand on évoque une robe sans couture, quand on voit le bâtiment, ça n'a rien d'une robe sans couture. C'est plutôt vraiment un patchwork avec des grosses coutures. Et cette idée de mouvement continu d'écoulement du vin, il se heurte complètement à la matérialité. D'ailleurs, dans les images de concours, on avait quand même une peau totalement uniforme, assez immatérielle, qui prenait soit des teintes dorées, donc se rapprochant du vin, et c'était une matière censée aussi pouvoir
selon la lumière, virait un petit peu vers le Bordeaux. C'est pas du tout ce qu'on a dans la réalisation. Donc on a bien le tore d'un côté, la tour de l'autre, qui sont complètement scindés en deux et qui ne forment pas une unité. Pour laisser passer les gaines de désenfumage, il y a des laies manquantes, donc on ne comprend pas très bien ce qui se passe, ça brise la continuité. On ne sait pas si c'est pas terminé ou si ça l'est, si c'est intentionnel ou pas. Il se trouve qu'en fait, donc c'est pour les gaines de désenfumage. Et voilà, il y a une multitude de détails comme ça. La seule chose que j'ai trouvé bien, c'était quand même ce travail sur la charpente de bois. Voilà, je trouve que c'est un beau travail sur le bois, mais manque de bol, on a une scénographie absolument proliférante, envahissante, et qui vient complètement briser l'espace. Donc là aussi, voilà, je comprends pas. À un moment donné, le travail des architectes, il est pas du tout en accord avec ce qui est présenté dans le musée. Juste pour que le public comprenne, je ne crois pas que la scénographie est signée d'Ixtu. Hein. Ah non, pas du tout, absolument pas. Non, pour que ce soit clair. C'est signé de Cassonman, qui sont des scénographes anglais. Donc je peux imaginer que pour les architectes, ça n'a sans doute pas été facile, parce que quand on voit comment l'espace est gâché par des espèces de parcours d'immenses cimaises, on peut imaginer qu'il n'y a pas eu vraiment d'accord entre les deux. En plus, c'est vraiment là, la scénographie interactive dans tout ce qu'il y a de plus envahissant, vulgaire. Voilà, c'est le Vinoland. Bon, de toute façon, les intentions de départ, elles sont assez claires. C'est de l'écotourisme. On va faire venir des groupes entiers d'Asiatiques. Ça, c'est totalement revendiqué par les personnes qui gèrent le musée. Enfin, ça ne serait pas le premier bâtiment qui serait tué par sa scénographie. Hein. Je veux dire qu'on pourrait faire une longue liste comme ça de bâtiments. Oui, tout à fait. Mais de toute façon, nonobstant la scénographie, je trouve quand même que de toute façon, pour moi, c'est un rendez-vous manqué pour Bordeaux. Alors, Frédéric, toi qui aimes le vin. Oui, d'ailleurs, je suis même rentré dedans pour en profiter. Non, j'y suis allé quand le bâtiment était encore en chantier. Donc, je ne peux pas apprécier cette scénographie à sa juste valeur. Ce qui m'a laissé vraiment immédiatement perplexe, c'est le nombre d'images plus ou moins élégantes qu'on pouvait accoler à cette forme. Voilà. Donc, je l'ai déjà écrit, ça, donc je peux recommencer. C'est vrai que pour moi, a priori, c'était plutôt comme ces choses un peu marron qu'on rencontre sur un trottoir et qu'en général, on interdit aux chiens de laisser. Voilà, c'est une forme pas très, 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 très évocatrice. Et au-delà de ça? Et au-delà de ça, pourquoi ils auraient pu avoir une... Non, ça c'est... Voilà, ils auraient pu faire un avion plutôt qu'une carafe. Dire le fait de jouer sur une imagerie publique, c'est périlleux. Et à cet endroit-là, je trouve personnellement que ce n'est pas ni joyeux ni satisfaisant. Mais pour autant, il y a eu un concours avec des architectes très brillants en face. Je sais que c'est quand même la ville a choisi ce projet. Donc, non, mais attends. Dans tous les concours, il y a des cons. Hein. Oui. Excusez-moi, mais... Oui, mais je veux dire qu'il y avait quelque chose, l'icône, parce qu'il y avait une volonté peut-être de faire justement une recherche d'icônes. On parle beaucoup de cette architecture iconique. Non, quand même. Je veux dire que les villes recherchent ça. Ce sont des attracteurs, comme on dit, des attracteurs. Oui, mais moi qui suis un passant, je n'ai pas été très attiré. Et Philippe avant, non? Non, mais après il pourra... Non, mais concernant le concours, c'est vrai que c'est assez symptomatique, parce que comme tu l'as très bien dit, effectivement, la plupart des architectes ont répondu par des formes sages,
disons plutôt horizontal. Barani, par exemple, a fait un projet intéressant, donc il a fait une sorte d'infrastructure très vitrée, ce qui supposait effectivement donc d'avoir une scénographie adaptée. Mais je trouve que la force justement du projet d'Ixtu, d'abord effectivement, c'est d'avoir su prendre les scénographes qui correspondaient exactement à la demande, c'est-à-dire le vin effectivement pour tout le monde, pour les Américains, pour les Japonais, les Chinois, les Chinois, voilà, donc quelque chose d'assez simple. Et comme le demandent aujourd'hui effectivement les scénographes anglo-saxons, qu'ils soient canadiens ou anglais, ils veulent donc un espace qui est totalement fermé. Donc ils ont proposé cette forme. Donc Anouk, elle dit que c'est le verre qui s'agite dans le verre. Toi, tu dis c'est une crotte. Toi, tu dis une carafe. Toi, tu dis peut-être une carafe aussi, je ne sais pas. Enfin, moi, je peux dire aussi c'est la bouée que j'avais quand j'étais petit, par exemple, avec le col de cygne, vous voyez. Ou je peux dire c'est une tétine de bébé. Mais peu importe, on s'en fout. La question, c'est que justement, voilà, quand on travaille sur la forme, ce qui est important, c'est que voilà, la forme, elle peut évoquer des tas de choses, mais elle n'est pas cette chose-là. Et quelque part, le projet de X2, même s'il est parti d'une image précise à l'origine, cette image précise, elle n'est absolument pas lisible. Je vois mal le Chinois dire « Ah purée, c'est vrai, c'est le vin que je tourne dans mon verre. Hein. » Il voit effectivement une forme, il va imaginer peut-être des tas de choses beaucoup plus poétiques que les crottes de chien. Et voilà, et ça marche comme ça. Donc la forme, je trouve qu'elle est totalement légitime. Elle est totalement légitime, la forme est un peu gratuite. Enfin, elle n'est pas si gratuite que ça, parce que malgré tout, la forme, elle est quelque part donnée par la structure en bois. Hein, cette structure en lamellé-collé qui accorde à cette forme toute sa puissance et qui lui fait complètement transcender toutes les images que l'on peut donc y accrocher, que ce soit la bouée d'enfant, la crotte ou le verre de vin. Mais surtout, c'est la réponse à la question qui était posée, parce que voilà, on demandait un projet, mais c'était pas vraiment c'était Bordeaux, mais c'était surtout le Bordelais, donc quelque chose de très territorial. Ouais, c'est un projet donc qui devait s'inscrire dans le territoire, parce qu'effectivement, comme tu l'as rappelé, donc c'est fait pour que les Chinois, les Japonais viennent en bateau sur la Garonne et puis après font des escales dans les chais. Hein, et donc il y a un côté totalement territorial donc, dans le projet. Et je trouve que ce côté territorial, il n'est pas du tout urbain, voilà. Hein, il est très justement revendiqué donc, par X2, et je le trouve absolument juste ici. Et après, c'est vrai, quand on regarde les autres équipes, le problème de Barani, même si le projet est peut-être très bien, c'est qu'à côté, il y avait le pont Chabandelmas. Et donc, sa petite structure, disons, j'allais dire un mot aussi pas très... Enfin, merdique, voilà. Ça tient pas le choc par rapport au pont Chabandelmas, avec ses 4 gigantesques poteaux et avec le tablier qui remonte. Vous voyez, on peut pas faire un faux truc, disons un faux ouvrage d'art à côté d'un vrai. Même si ce pont, on ne peut pas dire qu'il soit beau, qu'il soit réussi, il est réussi par sa masse, par la technologie qu'il met en scène, par sa grandeur, par sa puissance. Donc on ne pouvait pas faire du Barani là. Et pas plus qu'on pouvait faire non plus, disons, du Toyohito. Toyohito, de toute façon, le pauvre, c'était au temps de Fukushima, donc il n'a pas pu rendre, il a pris un de ses projets, puis il a posé là. Bon, c'est sûr qu'on n'allait pas lui demander de le faire. Et puis après, les deux autres, que ce soit Ferrier ou les Bordelais, c'est vrai qu'ils étaient trop inscrits dans le plan de Michelin, alors qu'en fait on demandait, comme tu l'as dit, c'est vrai qu'on demandait quelque chose qui se détache. Voilà. Et justement, moi je trouve la puissance de ce projet, c'est que justement il sait se détacher. Voilà. Il s'est détaché et puis il sait aussi donc dialoguer avec ce qui est les puissances du territoire. Il s'est dialogué avec l'eau, avec la Garonne, il s'est dialogué avec le ciel. Bon, tu as parlé de la couleur, mais moi la couleur je la trouve parfaitement réussi. C'est vrai qu'on voit qu'il y a du travail par rapport au projet du concours qui était rouge, au projet d'aujourd'hui donc qui est doré et donc qui joue, mais vraiment d'une manière hyper intéressante avec le ciel. Bon, quand il est bleu, c'est formidable, mais quand il est complètement plombé, hein, c'est formidable aussi. Donc c'est quelque chose qui arrive à se détacher donc, hein, du plan de Michelin, avec ces sortes d'îlots en forme d'usine, de bâtiments industriels, hein, qui arrive aussi à se détacher, parce que Bordeaux, il faut voir que
Bordeaux, c'est une gigantesque façade qui fait plusieurs kilomètres de long, qui a été faite en partie par Gabriel, et puis en tout cas au XVIIe et au XVIIIe siècle, qui est face à la Garonne. C'est juste une façade, vous voyez. Donc, ce qui est fort, c'est que, voilà, ils font un objet voilà, qui joue par rapport au plan de Michelin derrière, qui joue par rapport donc, à la gigantesque façade de Bordeaux, qui joue aussi par rapport à la base de sous-marin, parce que la base de sous-marin, elle est complètement implantée dans l'eau, alors qu'eux, ils se soulèvent pratiquement comme pour flotter donc, au-dessus de la Garonne. Donc voilà, il faut voir que, disons, architecturalement, bon, on peut critiquer, effectivement, on peut dire, mais pourquoi on a fait donc, un bâtiment, une telle enseigne, quelle vulgarité au pays du vin, mais il faut voir aussi que le vin de Bordeaux aujourd'hui, je ne sais pas, c'est bien sûr la première industrie de Gironde, et il faut voir les chiffres d'affaires qui sont totalement délirants. On est toujours en train de se plaindre en France, mais quand on voit vous voyez, le coût d'une bouteille, et puis quand on voit le nombre des bouteilles qui sont exportées, c'est une réalité économique qui finit par ressurgir dans la ville. Et je trouve que la manière dont justement cette réalité économique ressurgit dans la ville, eh bien, elle a été, je trouve, d'une manière très subtilement, voilà, prise en charge par ces deux architectes. Philippe, l'icône du vin. Que dire après des choses magnifiques pareilles. Comme de toute façon, tu avais commencé par dire que j'allais en dire du mal, mais pas du tout. Je ne sais pas d'où c'est sorti cette affaire. Non, d'abord, première chose, si Bordeaux a voulu avoir son effet Bilbao, là il y en a un. C'est évident que ce bâtiment, il est repéré. D'ailleurs, j'étais même moi-même assez perdu par le nombre d'inaugurations, j'y comprenais plus rien. J'arrivais pas à savoir s'il était déjà inauguré, s'il allait être inauguré, si Hollande y allait, etc. Bon, il y a eu une espèce d'emphase aussi médiatique sur le bâtiment, assez impressionnante. Donc ça prouve quand même que même s'il est clivant, même s'il est polémique, au moins ça prouve qu'il est audacieux. Il y a quand même quelque chose là. Et en France, on manque quand même assez de bâtiments justement sur lesquels on peut au moins s'emplafonner. Donc c'est pas si mal. C'est la première des choses. La deuxième, c'est vrai que sur ce bâtiment, tu l'as souligné, tu l'as introduit, mais il y a eu beaucoup de financements privés, il y a beaucoup de sponsors américains qui ont mis de l'argent. C'est évidemment une icône extrêmement importante, le vin pour la région et au-delà. Donc ce bâtiment, il est évidemment très très sensible, et je pense que du point de vue de son attrait, comme tu as dit, du touristique, des publics, il est gagné, il est réussi. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec vous sur la scénographie intérieure, je la trouve même plutôt réussie. C'est vrai qu'elle est présente, mais même si je suis d'accord pour dire que la scénographie du bâtiment de Libeskind à Berlin a été vraiment à gâcher le bâtiment, je trouve que ce n'est pas du tout le cas là. Et d'ailleurs, je trouve que c'est plein d'inventions, c'est plein de trucs originaux. Je comprends tout à fait que les gens aient envie d'aller visiter l'exposition. Alors, ils visiteront l'exposition, ils visiteront peut-être pas le bâtiment, mais de fait, ils seront dedans. Je suis d'accord quand même pour dire qu'on est un peu écrasé par les métaphores. C'est vrai que ce bâtiment, à partir du moment où on parle de la couleur de la robe du vin, de sa forme, du verre, du flacon, là on ne sait plus où on est. Et c'est vrai que le bâtiment, comme tu l'as dit, il est beaucoup plus que ça, puisqu'il est c'est vraiment l'inscription dans le rapport au fleuve qui est très important. C'est évident quand tu dis que c'est un projet territorial et géographique, c'est vrai. Moi, je serais critique sur deux, trois points. Je trouve que quand on fait un bâtiment de cette forme, qui est une espèce de forme reptilienne, comme ça, lisse, il faudrait qu'il soit absolument parfait. Or, je trouve qu'il n'est pas parfait. Ce que tu dis sur les coutures, je suis assez d'accord. Je trouve qu'il y a une chose que j'aime pas du tout dans le bâtiment, je l'ai déjà dit, parce qu'Annick Legendre est là, elle m'a déjà entendu le dire à France Inter, mais je trouve que la rampe qui a été, si je l'ai bien compris, exigée par les pompiers, cette rampe noire qui est sur le devant du bâtiment, je trouve qu'elle casse vraiment beaucoup l'effet du bâtiment. Je trouve qu'on rate quelque chose, le bâtiment, il est raté pour une part, je trouve, dans le sens où il n'est pas absolument magnifique. Je trouve qu'il est un peu de bric et de broc quand même par endroits. Je ne suis pas du tout convaincu par la couleur, moi. Je ne suis pas du tout convaincu, mais ça, encore une fois, c'est complexe, ce genre de discussion, parce qu'il y a plusieurs niveaux de discussion. Il y a un niveau de type esthétique, je peux aimer, pas aimer, mais sur le fond, on s'en fout, c'est pas très important. Est-ce qu'il a sa place du point de vue politique? Est-ce que même du point de vue éthique, sur le rapport au vin, il est comme il faut? De ce point de vue-là, je trouve que oui. Je suis sûr que les gens qui aiment le vin ou qui vont à Bordeaux pour le vin, ils seront contents d'aller dans ce bâtiment, parce qu'ils sauront où il est. Il n'est pas du tout lambda, il est assez casse-gueule, parce qu'il est très osé, et en ce sens, je trouve ça pas mal. Je trouve qu'on manque de bâtiments comme ça en France.
Je me permets une observation, mais c'est en forme de question aussi, parce que j'ai visité il y a longtemps le Guggenheim à Bilbao, et plus que le bâtiment, j'ai été entièrement séduit par le rapport qu'il avait avec un site qui était extrêmement complexe. Il y avait un énorme pont, le fleuve, les trains qui passaient, donc il s'insérait dans un milieu très complexe, et en même temps, il parlait d'un langage que je pense était, comment dire, n'était pas un langage dispersé. À mon avis, il allait entièrement dans une seule direction. Quand je regarde un bâtiment comme celui-là, et malheureusement je ne le connais pas, moi j'ai l'impression plutôt, sans vouloir le critiquer comme ça trop rapidement, mais d'une espèce d'isolement par rapport à ce qui se passe autour, et aussi d'une... comme si on le résumait finalement à sa forme, quoi, et le fait que cette forme ait un appel et qu'elle soit intéressante. Je ne sais pas ce que vous pensez, à part, si vous qui connaissez le bâtiment, ce que vous en direz. Je crois que votre remarque est juste, mais il me semble, je ne pense pas que le bâtiment il ait eu vocation justement à s'inscrire comme un bâtiment urbain. Je crois que c'est vrai qu'il est beaucoup plus lié à son territoire. En ce sens, c'est pas ce bâtiment-là qui va faire le quartier. D'ailleurs, de toute façon, il est même situé sur une espèce de resserrement même de la voie, puisqu'il y a les darses tout autour, il y a le passage du tramway, les quartiers se développent de chaque côté, disons. Mais ce bâtiment-là, il me semble, c'est pas une cheville ou une rotule de quartier, c'est un élément fort. Maintenant, encore une fois, il me semble que son rapport à l'eau est presque plus important que son rapport à l'urbain. Ce qu'il faut préciser, on le voit peut-être pas, enfin j'ai pas vu les photos, mais c'est un bâtiment qui se trouve sur une presqu'île. Donc il est beaucoup plus rattaché à l'eau qu'à l'urbain, et en plus c'est un quartier en construction. En face, c'est un terrain vide qui recevra un projet d'Ibo-Sévitar. Donc pour l'instant c'est un peu difficile aussi d'aller un peu sur ce terrain-là. Moi je voulais peut-être revenir un petit peu sur l'effet Bilbao. Si effet Bilbao il y a, oui effectivement on imagine très bien que derrière tout ça il y aura des programmes tout faits où on va emmener des cars entiers de touristes, enfin même pas des cars puisque il y a des promenades en bateau avec arrêt à la Cité du Vin. Donc je ne sais pas si c'est vraiment l'architecture dans ces cas-là qui est moteur qui produit cet effet Bilbao. Mais c'est quand même assez intéressant de voir qu'on a eu deux projets là qui sont... on a vu deux bâtiments qui sont des bâtiments où il y a un twist, enfin il y a un tort, que ce soit le bâtiment d'Herzog de Meuron à la Tate ou celui-là. Quand même, je ne peux pas m'empêcher de penser que je trouve qu'il y a dans le bâtiment d'Herzog de Meuron une unité du concept que je trouve plus forte que là. C'est-à-dire que je trouve que quand je dis qu'il y a quelque chose d'un peu de brique et de broc, c'est que je trouve que dans l'articulation des plaques de métal, disons, je trouve que dans leur accroche, il y a quelque chose d'un peu complexe, un peu laborieux, qui n'est pas apparent, qu'on ne trouve pas chez Herzog de Meuron. Et c'est ça qui me gêne le plus. Je trouve qu'il n'y a pas c'est pas lisse, quoi, comme ça devrait être. Oui, on peut se demander s'il n'y a quand même pas un pari ou une promesse insuffisamment annoncée, mais qui est quand même vachement réussie. À savoir qu'il ne s'agit pas... On parle de signal, mais je crois qu'il y a une manière assez particulière et originale et située d'avoir réagi à cette injonction du signal. On le voit dans les vues lointaines. C'est-à-dire que ce bâtiment-là, il a une générosité de se présenter sous des formes diverses, de manière vaporeuse apparemment réussie, et d'une manière suffisamment différente de là ou de là ou de là que, en effet, peut-être la promesse de la question de humer est plus ou moins tenue quand même, peut-être même carrément tenue. Et que cette espèce de manière un peu vaporeuse nous renvoie au delta du Danube, nous renvoie... Et oui, la Gironde, c'est large. C'est large, c'est plat. Et oui, il y a de la brume dans la Gironde. Et je trouve qu'il y a une manière assez fraîche de ne pas tomber dans le piège justement du signal. Voilà.
Enfin, ou d'en faire autre chose. Avant de passer la parole à Anouk Legendre, juste un mot. Tu as raison de dire ça, parce que c'est vrai que c'est un bâtiment qui change extrêmement de forme depuis le point de vue, enfin, en fonction des points de vue qu'on a sur lui. Et c'est quand même assez étonnant, parce que cette forme que l'on a, enfin, voilà, c'est vraiment un bâtiment qui change. Ça, c'est pas simple, quoi. Mais Anouk. Alors, je voudrais dire, d'abord, c'est pas une forme. Enfin, on n'a pas voulu faire une forme, et c'est pas une métaphore non plus. On a voulu faire une sorte d'univers immersif qui réponde aux lieux, qui réponde aux fleuves, qui réponde aux collines autour, qui réponde aux ponts. C'est d'abord un projet en relation avec ça, et qui réponde aussi au bassin à flot, à la ville d'un côté, et il y répond de façon différente suivant les côtés. Et oui, parce que voilà, le lieu diffère autour, et donc ça, voilà, ça se transforme. Et le vin, c'est ça aussi, c'est quelque chose qui se transforme. Et aussi, c'est normal que ça soit clivant. Enfin, de toute façon, on n'avait pas le choix. Soit on faisait un bâtiment discret, architectural, au sens classique, et derrière le pont, derrière le pont qui faisait 80 mètres, quelle chance on avait d'être vu par rapport à ce que... C'est pas qu'on veut faire voir notre projet, nous on s'en fiche de nous, mais simplement le client, il demandait une chose, il demandait quelque chose qui se voit et quelque chose qui soit en rupture quelque part. Donc on a entendu la demande du client, on a entendu aussi la demande du client qui voulait qu'on parle du vin. Nous on a pensé au lieu d'abord. Après on s'est dit, il y a le vin. Et voilà, et en fait on n'avait pas le choix que de faire quelque chose de clivant. D'une certaine façon. Et pour nous, le vin, c'était pas un bâtiment, c'était quelque chose de liquide. Voilà. Tout ce qu'on a voulu exprimer, c'est un univers immersif qui est de l'ordre du liquide, qui n'est pas parfait, qui n'est pas parfaitement fini, effectivement. C'est un truc, voilà, c'est pas une forme finie, lisse et bien léchée. Il n'y avait pas les moyens pour ça. Il n'y avait juste pas les moyens. On est dans un budget qui est 2 fois moins au mètre carré que le MUSEM. Peut-être avec 200 000 € de plus, le bâtiment coûte 49 pour 13 500 mètres carrés. Ça, c'est le budget total, avec toute l'équipe de préfiguration pendant 7 ans. C'est ça qui coûte cher. Le bâtiment, 49 millions. Et je peux vous dire, nous, on avait des solutions pour tout finir bien propre et bien léché. C'est juste que c'était pas on ne peut pas avoir une rose pour le prix d'une 2 chevaux. Le prix qu'on a, c'est un prix qui était limité. On n'a pas dépassé de beaucoup. Et à la fin du chantier, on était moins cher qu'au début du chantier, pour la partie architecturale. Parce qu'en fait, c'était ça la consigne, c'était de réduire le prix. Donc finalement, on a un bâtiment qui s'ébauche, un bâtiment qui est clivant, un bâtiment qui est perçu par les différentes personnes de façon différente. Parce que, aussi, le vin, c'est ça. Les anciens, ils disaient, le vin est le miroir de l'âme. Donc chacun, il trouve ce qui est en lui, en fait. Et donc, voilà, on a voulu quelque chose qui interroge. Alors, peut-être c'est clivant, en effet. Peut-être c'est différent, et suivant les points de vue, on va percevoir quelque chose de différent. Et peut-être c'est brumeux, parce que le lieu, il est brumeux aussi. Et voilà, c'est pas une forme, et c'est pas une carafe, et c'est pas... voilà. C'est juste une évocation. Oui, juste un mot quand même. D'accord, mais ça a quand même une forme. Je comprends très bien ce que tu dis, mais nonobstant, ça a une forme. Qu'on le veuille ou non, je comprends très bien le concept. Et là où c'est compliqué, c'est bon, ce que tu dis sur le financement et tout, sans doute. Mais là où c'est complexe, c'est que quand tu dis, et justement, le vin, c'est comme ça, donc, mais on ne parle pas du vin, là, on parle de l'architecture. Je veux bien admettre que sans arrêt, non, on ne discute pas d'une bouteille. C'est là où c'est compliqué, cette histoire de trop de métaphores. C'est qu'à un moment, on en oublie presque, on parle d'architecture, mais on ne discute pas de... Oui, je voudrais revenir à la question, parce que ce que dit Anouk là, sur le fond, que la commande était justement une icône. Parce que c'est à toi que je m'adresse en particulier. Si on regarde, parce que c'était la même chose sur le musée des Confluences à Lyon. C'est-à-dire qu'à un moment, il ne faut pas oublier la commande, quelle est la demande même politique
C'était ça, la demande là, économique. Donc, on ne peut pas non plus reprocher qu'il y ait une forme, un attracteur, alors que justement, c'est ce qui était souhaité. Je veux dire que tous les autres n'ont pas été choisis justement parce qu'ils ne l'étaient pas. Non, et Richard l'a très bien dit. Donc là, à un moment... je voudrais savoir ce que, par rapport à ça, cette tendance, c'est vrai que l'effet Guggenheim, ça a été une réussite absolument extraordinaire qui a complètement changé tout. Puis après, on a vu les effets pervers de cet effet Guggenheim. Mais quand même, si la commande est là, enfin, je sais pas. Enfin, moi, pour ma part, je me suis peut-être mal exprimée, mais je ne conteste absolument pas le fait que ce soit une icône. Enfin, je trouve que c'est vraiment pas là du tout le problème. Enfin, au contraire, oui, sans doute que là, par rapport à... déjà, il y avait une commande qui était posée, et apparemment, dans la commande, il était bien spécifié, on veut un effet Bilbao, voilà. Mais simplement, je trouve que travailler sur des formes aussi complexes, des formes courbes, c'est encore extrêmement compliqué aujourd'hui. Et dans le passage à la réalisation, pour moi, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Voilà, c'est tout, c'est tout. Maintenant, je trouve que, oui, justement, je pense que sur ce site-là, il fallait une icône, oui, ça c'est... Et puis, enfin, de toute façon, c'est posé par la ville. Enfin, je veux dire, ça se discute pas, ça se conteste pas. C'est Frédéric, sur cette demande, par rapport à Lyon, par rapport, pour sortir du cas spécifique bordelais, le bout de la presqu'île de la Confluence, c'était exactement la même histoire. La commande du département était unique. Ben ouais, c'est un peu halluciné tout ça, quoi. Mais je veux dire, en soi, ça n'est pas ni un motif ni une excuse. Je veux dire, si je trouve le résultat d'un objet plutôt inélégant, ça m'est totalement égal qu'il y ait eu avant ça une commande qui demandait que ce soit échevelé et plutôt inélégant. C'est pas très bien, il fallait faire quelque chose qui soit visible. Ils l'ont eu. Après, j'ai le droit, moi, de voir ça. Non mais Frédéric, pour le dire autrement, on a l'impression que là, on revient à un vieux débat contre la forme, contre l'expression de la forme. Ici, Frédéric Borel, là, dans l'espace de la plateforme, a justement développé tout un propos, justement, sur la liberté de la forme. Est-ce que tu as toujours l'impression qu'il y a cette antinomie Non, mais c'est pas mon problème. Là, franchement, j'ai rien contre. La forme, il y a simplement... c'est un peu forcé, quoi. Et puis, je n'ai pas dit que c'était très forcé, même si j'ai utilisé des termes pas très gentils ni très élégants. Mais c'est... je suis pas sûr que ce sera un bâtiment qui restera pour l'éternité, on va dire. Mais il y a des vanguardes, tu sais, et puis des... Ah ben voilà. C'est un peu le problème. Ah oui. Bien. Nous allons enchaîner avec les logements. On va revenir à Paris et pour regarder les logements de Vincent Parera à AVP Architecture. Donc à Paris, c'est l'immeuble qui s'appelle l'ES, donc moins. Paris, dans Paris 10e. Passage de l'Essert, si vous le cherchez, 69 logements sociaux et un gymnase. C'est une opération qui est marquée par un jeu de coursive tout à fait intéressant et des loggias en mélèze. Voilà, je n'en dis pas plus. Vous qui l'avez vu, dites-nous. Réussite totale. Je trouve que... Là, c'est vraiment la bouffée d'air frais dans tout ce qu'on a vu récemment en matière de logement. On en a déjà discuté. Je pense que, si je me souviens bien, à chaque tribune, il y a eu des projets de logement. Et je trouve que les architectes étaient quand même pas très combatifs
par rapport au fait que, on l'a déjà dit, ce soit vraiment un produit commercial, que ce soit devenu un produit commercial. On avait évoqué la question quand nous avions parlé de l'opération McDonald's. Et là, donc, l'idée de l'architecte, c'est on a des normes pour du logement social qui sont vraiment draconiennes. On a du mal à faire du logement qualitatif avec des normes pareilles. Qu'est-ce qu'on fait? Et donc, en travaillant par ce système de coursives décollées de 5 mètres des parois de la façade intérieure et qui desservent de manière individuelle chaque logement, il arrive à installer des logements qui sont tous traversants, qui sont baignés de lumière naturelle. Et ce côté privatisé va se retrouver aussi sur la façade extérieure par un système de cadre en bois posé sur une structure métallique, ce qui fait que chaque loggia, qui sont de surface un petit peu variable, mais en tout cas devient vraiment un prolongement du logement très privatif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vue sur les loggias entre elles. Et là, je trouve que c'est vraiment une réussite. Je pense qu'il y a un travail derrière au sein de l'agence énorme. C'est du logement social, mais c'est extrêmement raffiné. Donc, ils ont réussi à faire des économies sur certains postes pour pouvoir faire une entrée en marbre qui est très très belle. Ils ont réussi à négocier, je pense que ça a été un long combat, ils ont réussi à négocier avec le bailleur pour pouvoir aménager un petit jardin à l'entrée, alors que habituellement ces surfaces-là sont des surfaces qui sont récupérées pour des locales poussettes ou des locales vélos. Et voilà, ne serait-ce qu'un petit jardin à l'entrée comme ça change quand même tout quand on rentre dans son logement. Ce qu'il faut préciser, c'est que c'est une opération qui bénéficie quand même énormément du fait qu'il soit intégré un gymnase et une salle de danse, ce qui résout quand même pas mal la question du rez-de-chaussée. Parce que les logements au rez-de-chaussée, c'est toujours problématique. Il y a beaucoup d'opérations que l'on voit terminer avec des rez-de-chaussée commerciaux toujours inéquipés ou des logements qui sont difficiles à traiter. Et le fait d'avoir ces gymnases, ça le raccroche à la ville, ça permet d'avoir des façades quand même ouvertes à la ville et de résoudre cette question des logements en rez-de-chaussée. Et je conclurai comme sur le travail sur la matière. On a quand même on n'a pas l'impression d'être dans du logement social. Il y a quand même un côté luxueux qui est apporté par une multitude de petits détails, et tout ça veut dire beaucoup de travail dans l'agence. Donc je pense des petits détails tout bêtes, ne serait-ce que le numéro des appartements sur les portes, la peinture un peu pailletée qui est apportée sur l'enduit, donc le traitement de l'enduit. Donc tout ça, c'est une somme de petits plus qui font que on a là des logements, je trouve, vraiment de très grande qualité. Et voilà, donc la norme dans le logement social, finalement, c'est quand même pas une fatalité. On peut quand même faire des opérations très intéressantes avec des grandes qualités d'habitabilité, avec des logements bon marché. Là, on est quand même à 1 800 € du mètre carré, ce qui est quand même ce qui est la norme, mais ce qui est quand même pas énorme. Philippe. Oui, parce que ce que dit ça marche, hein. Ce que dit Sophie est vrai, c'est très bien, quoi. Et moi j'aime beaucoup, on aime tous, je crois beaucoup Vincent Paria. Beaucoup de ses projets sont remarquables. Ce qui est très étonnant dans cette opération de logement, je me souviens qu'on avait une discussion ici, Frédéric avait dit de toute façon le logement c'est toujours raté. Je me souviens que tu avais exprimé ceci. Là pas du tout, et alors en plus c'est quand même une façade de 80 mètres de long. Donc c'est quand même un énorme, c'est un gros bâtiment, quoi. Et justement, ils ont réussi dans cette agence à faire une chose étonnante, c'est que chaque logement semble dissocié des autres, quoi. On a l'impression que par ce système de balcons, on a vraiment une espèce d'individualisation. On n'a pas du tout un sentiment d'uniformisation. Et il faut dire une autre chose, c'est qu'ils se sont beaucoup inspirés de l'architecture qu'il y avait autour.
Et d'ailleurs, toute la façade arrière, qui donne avec là où il y a ces fameuses coursives, ça permet aussi des vues extraordinaires sur les murs pignons arrière des autres immeubles. Et c'est un spectacle très très beau. C'est vraiment, là c'est vu depuis ces fameux murs pignons, mais quand on le voit de l'autre côté, on a un paysage parisien qui est absolument superbe. Et donc c'est vrai que c'est quand même très surprenant d'arriver à faire avec du logement social une bête pareille, parce que c'est quand même énorme. Alors c'est vrai, tu dis, c'est bourré de petits détails. C'est vrai que quand il dit qu'il met un plafond réfléchissant noir dans l'entrée, qu'il met une glace pour que quand les gens sortent de l'immeuble, ils puissent soit se remaquiller, soit se rhabiller. C'est plein de petits détails assez marrants, quoi. Et en fait, c'est vrai que ces logements traversants des deux côtés sont extrêmement réussis, quoi. Voilà, il n'y a pas de doute. Richard ? Oui, c'est vrai, mais c'est un petit peu, malgré tout, une typologie qui est permise par les coursives à l'extérieur. Parce que j'ai vu d'autres bâtiments comme celui-là, comme par exemple le bâtiment de Cab à Cannes. Bon, c'est exactement le même principe, c'est-à-dire effectivement, toutes les coursives sont mises là. Par contre, chez Cab, c'est peut-être plus intéressant parce que les coursives sont en façade du bâtiment. Et effectivement, ça permet donc d'avoir, comme tu le disais très bien, des blocs de logement extrêmement simples, extrêmement faciles donc, à concevoir, à gérer, parce que donc, il y a en général donc, une bande séjour cuisine, une bande humide, et puis après, derrière, une bande chambre. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Et c'est vrai que la coursive, j'étais étonné effectivement qu'on puisse faire ça à Paris, mais bon, d'après Parera, c'était un concours, hein, j'ai pas vu les autres projets, mais contre l'agence Brubert, je prononce mal son nom. Et c'est vrai que parmi les autres candidats, il y avait plutôt des gens qui avaient cherché à créer des failles, à faire des plots sur le gymnase. Et lui, non, il a fait donc une barre relativement fine, puisqu'elle fait 10 mètres, je crois. Et puis, effectivement, donc, on a l'impression d'avoir des boîtes superposées. Donc, les logements sont individualisés. Et c'est vrai, peut-être le petit garçon, quand il passe dans la rue, il peut dire « Ah, maman, ma maison !» Effectivement, voilà, on la voit. Donc, c'est quelque chose d'assez intelligent, d'assez fort. C'est une solution, effectivement, qui est permise par le jeu des coursives extérieures. Alors on va enchaîner sur une autre opération au Batignolles, dans la grande ZAC des Batignolles, l'opération de Francis Solaire, 98 logements. En effet, donc fait pour le groupe Vinci. Je vais citer Francis Solaire. On dit souvent que l'architecture des immeubles de logement est banale et que son droit à l'expression est limité. Cette fatalité qu'on lui accorde depuis des années, au prétexte que tous les acteurs l'ont admis, n'est pas définitive. Elle n'existe qu'à travers de mauvaises questions et ne survit qu'à travers de mauvaises réponses. Alors, pour ceux qui sont allés à Batignolles, qui ouvre le feu ? Je vais commencer. Vas-y. Parce que, en fait, voilà, c'est un petit peu, c'est l'autre extrême, quoi, c'est l'autre cas de figure. Tout à l'heure, effectivement, avec Parera, hein, toutes les coursives étaient à l'extérieur, et puis on avait des boîtes comme ça, donc un empilement de boîtes desservies par les coursives. Et là, donc, c'est autre chose, puisque vraiment, donc, c'est un bâtiment façade, hein, c'est vraiment donc une enveloppe, effectivement hyper travaillée, puisque donc elle est recouverte. Peut-être je me trompe, de panneaux d'aluminium. Elle est vraiment équipée. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est la façade équipée. Et c'est vrai que Francis Solaire, donc, il développe ça depuis des années, à la fois donc, dans les logements, comme par exemple les logements de la ZAC Masséna, ou dans les bureaux, voilà, comme les bureaux de la ZAC Masséna, où la façade, elle aussi, est très complexe, puisqu'elle gère effectivement donc, toutes les relations thermiques entre intérieur et extérieur, mais pas seulement en rajoutant de l'isolation. Là, c'est vrai qu'on a un tout petit peu la même chose, donc une façade équipée, une façade avec donc, des balcons, enfin, dans lesquels les gens peuvent donc, venir. Sur ces balcons, il y a une chose que je trouve hyper intéressante, c'est un tout petit détail, mais c'est que les garde-corps, ils font 1,30 m, et la tablette supérieure peut se rabattre, ce qui fait qu'on a le balcon normal à 1,5 m. Et là, le balcon fait 1,30 m, d'abord parce que l'immeuble est haut, et puis on est confronté comme ça à la gigantesque ouverture d'espace du parc des Batignolles. Et aussi, il y a du vent.
Et c'est vrai qu'on sent très bien, là, c'est un petit peu ce qu'on avait développé donc, à propos de comment s'appelle, à Monique et Masson, voilà, une sorte de façade équipée, une façade habitable avec ses balcons, ses radiateurs aussi, vous voyez, qui sont donc, enfin, disons, le mur de façade à l'intérieur, donc il est scandé soit par de grandes ouvertures avec des stores intégrés, soit des radiateurs. Donc ça fait vraiment une enveloppe chauffante qui gère effectivement toutes les relations avec l'extérieur. Et c'est vrai qu'après, pour les logements, eh bien, c'est pas trop la question, puisque là, de toute façon, c'est plus du HLM comme avec Parera. Hein, et donc c'est assez marrant parce que je crois que le bâtiment a été disons, porté par Vinci. Donc ils ont vendu ces logements, parfois très très chers. Les gens qui les ont achetés, bon, je crois que mes amis vont en parler mieux que moi, mais ils se sont rassemblés, ils ont créé un blog, ils se parlent, fait des relations de voisinage qui sont quand même relativement étonnantes dans ce bâtiment. Et surtout, donc, ils ont acheté un logement qu'ils ont cassé tout de suite. Parce que les logements qui sont vendus donc, par des promoteurs, il faut qu'ils correspondent aux normes handicapées. Et après, quand vous achetez votre appartement, eh bien, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Donc c'est vrai qu'il y a cette petite aberration dans ce type d'opération, c'est qu'on livre le bâtiment avec des logements qui vont être pratiquement tout de suite cassés, ou en tout cas aménagés. Parce qu'aujourd'hui, il est pratiquement impossible de vivre, enfin, on n'a pas forcément envie, voyez, de vivre avec la réglementation handicapée qui impose, par exemple, dans l'appartement que nous avons visité, d'avoir un toilette ouvert sur la salle de bain, hein, d'avoir donc des ruptures entre l'entrée et puis le séjour. Et donc effectivement, c'est une petite aberration, mais je trouve que justement Francis Soler, il s'en est très très bien tiré, parce qu'effectivement, lui, ce qui lui importe, hein, c'est l'enveloppe. Et en plus, cette enveloppe, bon, il dit qu'elle est taguée, mais moi je trouve que c'est plus juste de dire qu'elle est tatouée. C'est vrai que c'est super important finalement cette idée de tatouage aujourd'hui. C'est vrai que, bon, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est complètement débile, mais Loss serait disait, voilà, ornement et crime, le tatouage, c'est les forçats qui se tatouent. Et puis aujourd'hui, donc effectivement, ce n'est plus les forçats qui se tatouent, tout le monde se tatoue. C'est les footballeurs. Les footballeurs se tatouent. Les footballeurs se tatouent, mais enfin tout le monde, même les étudiantes en architecture. Toi aussi ? Non, pas du tout. Et puis, je ne te le dirai pas de toute façon. Et donc voilà, tout le monde se tatoue, et c'est vrai que voilà, on retrouve donc ce tatouage donc dans l'architecture. Mais c'est vrai que je trouve que voilà, Francis Soler, d'ailleurs peut-être qu'il devrait me tatouer, tiens, c'est vrai. Mais il est vraiment passé maître dans l'art du tatouage, et je trouve que ce qui est super intéressant, c'est la manière dont les tatouages des garde-corps en stadip, qui sont surtout placés aux étages bas pour éviter les vues, répondent donc très intelligemment donc, aux tatouages qui sont sur la façade. Donc ça crée des profondeurs, ça crée des jeux optiques. Mais surtout, la plus belle façade, c'est la façade arrière, parce que là, il a vraiment fait un travail graphique, je trouve, assez exceptionnel. Et tant mieux d'ailleurs pour les gens qui vont prendre des chambres à l'hôtel Ibis, parce que maintenant ils n'auront plus les vues sur le parc, mais ils vont avoir des vues donc, sur les tatouages de Francis Soler. Mais c'est fascinant parce que voilà, il joue sur deux échelles de tatouage, une échelle majeure avec des grands tatouages qui font donc, tout un pan de la façade, et puis après des échelles mineures et même des échelles microscopiques. Et c'est vrai que c'est un jeu complètement fascinant qui permet justement, peut-être un peu comme à une époque aussi, la pixelisation voilà, permettait d'avoir un flou dans les façades, ou un peu comme le disait François à propos du bâtiment de Ixtul, hein, ce flou comme ça qui apparaît aux façades. Et c'est vrai que le travail de Francis, il permet lui aussi, avec son système de tag, tatouage, hein, disons de rendre labile, voyez, de faire disparaître, de donner une profondeur, un flou donc, à son bâtiment. Sophie. Oui, bah effectivement, Francis Soler passait maître dans l'art du tatouage, ce qui n'est pas du tout anecdotique en l'occurrence, puisque c'est vrai que dans toutes ces façades qui reçoivent un élément de décor, hein, puisque ça s'apparente à de la décoration, souvent on a
des systèmes d'autocollants. Donc je repense même par exemple le bâtiment de Nouvelles à Euralie, le bâtiment de logement très coloré. À l'origine, lui voulait avoir des verres colorés, il n'a pas eu le financement suffisant. Donc il avait mis des bandes plastiques dont certaines se sont quand même assez rapidement décollées. Or là, pas du tout. C'est vraiment ancré dans la matière. Donc je ne peux pas vous ressortir tout le processus en détail. Il faudrait demander précisément aux architectes. Mais c'est vraiment un émail sur du verre. C'est pas du tout un film plastique qui est glissé entre deux verres. C'est vraiment tatoué dans la matière. Et donc c'est vrai que c'est vraiment très très beau, ça porte en plus une histoire, ce sont des éléments agrandis d'extraits de tableaux, ou même d'après ce qu'expliquait l'architecte aussi, de choses plus personnelles, donc de photos qui lui sont chères et qui sont retravaillées avec un agrandissement des pixels. Et donc moi je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Richard. Simplement ce que j'ajouterais, c'est que les conditions de départ, elles étaient quand même pas faciles parce que la parcelle, elle est extrêmement étroite et donc le terrain, c'est le bâtiment. Il n'y a vraiment aucune marge, c'est-à-dire que le bâtiment occupe toute la parcelle et donc dès lors, comment s'ouvrir vers l'extérieur, comment offrir des espaces extérieurs. Et là, il y a tout un travail sur les fenêtres également qui est absolument donc garde-corps, oui, et aussi derrière sur les grandes baies vitrées, puisqu'on a vraiment, dès que le temps le permet, la possibilité d'ouvrir complètement ces menuiseries, c'est des espèces de paravents qui se rabattent, et on a quelque chose de complètement ouvert sur l'extérieur. Et en plus, il y a vraiment une grande qualité plastique à ces menuiseries qui sont assez lourdes et qui coulissent sur leurs rails. Donc ça change vraiment tout dans la façon de vivre le logement. On a cette espèce de plan continu vers l'extérieur, vers le parc, et ça, je trouve ça extrêmement habile. Alors concernant la petite histoire, c'est vrai que tout ce qui s'est fédéré autour de l'architecture, c'est vraiment intéressant. Donc sans doute, oui, effectivement lié à une appartenance assez vite, une appartenance forte de la part des habitants une identification forte à cette architecture-là. Mais il y a eu aussi quand même un contexte particulier, c'est-à-dire que le bâtiment se trouve entre l'hôtel Ibis et le parc Martin Luther King. Et dans cette zone des Batignolles qui est complètement en construction, il se trouve qu'ils ont d'abord construit le parc qui a fait un appel d'air. Et donc c'est un très très beau parc, ce qui fait que bien évidemment les gens ça a été... D'un point de vue commercial, c'est aussi une réussite puisque le parc construit, c'est plus facile aussi de se projeter dans un quartier, dans un environnement, même s'il y a encore énormément de chantiers tout autour. Mais enfin, quand même, il y a vraiment un film qui pourrait être réalisé sur tout ce qu'a fédéré cette architecture, donc la mise au point de chaque appartement, puisque... Les acquéreurs, Solaire a dessiné un plan individuel pour chaque acquéreur. Donc on imagine aussi la complexité de la chose. Je pense qu'ils ont dû y passer vraiment beaucoup de temps. Mais donc ça a créé vraiment un lien entre tous les habitants. Philippe, tu as remarqué qu'ils ont tous dit tatouage et pas sérigraphie. Oui, moi j'aurais dit sérigraphie, mais justement... Léon Durkheim, le travail sur la sérigraphie avait commencé au pied de la Grande Bibliothèque. Mais, donc il est dans bien sûr, mais c'est travail, la même chose. Mais justement, quelques anecdotes en plus. Quand il s'agit de vendre les appartements, les vendeurs de chez Vinci cachaient les fameux tatouages, les sérigraphies. Et quand les gens s'inquiétaient, ils disaient mais qu'est-ce que c'est ? Non, ne vous inquiétez pas, ça va disparaître avec le temps et tout ça. Donc c'est très drôle parce que ce qu'on met nous en avant, c'était un truc qui était absolument caché par les promoteurs parce qu'ils avaient la peur que ça fasse fuir tout le monde. Au sujet sur le fait que tous les appartements sont aux normes handicapées. Moi, j'ai entendu, c'est la première fois que j'ai entendu ça, mais maintenant, ça me paraît une évidence, mais j'y avais pas pensé. Mais le type donc, habitait, ces gens qui nous ont fait visiter leur appartement très beau, 9e étage, etc., d'angle, a dit oui, en fait, tous les appartements sont aux normes handicapées parce que l'idée,
c'est que les gens qui les achètent aujourd'hui, ils puissent rester dedans quand ils seront handicapés. Et j'avais jamais pensé à ça. Et c'est épouvantable, mais c'est quand même, apparemment, c'est très très réfléchi. C'est pas, voilà, c'est pas seulement comme les appartements de chez du bâtiment qu'on a vu avant, où le premier étage est réservé aux très lourds handicapés et dont on dit d'ailleurs qu'il serait réservé aux malheureuses victimes de l'attentat Bataclan. Du Bataclan. Oui. Moi, sur le problème, le bâtiment en général de Solaire, moi, le seul problème que j'ai, c'est le prospect général du bâtiment, mais ça, c'est pas de sa faute, c'est les réglementations parisiennes. Mais c'est vrai qu'on a une espèce quand même de bloc monstrueux. Alors c'est vrai que Vinci a exigé, on n'a pas très bien compris pourquoi, d'ailleurs des failles. Et alors c'est extraordinaire parce que ces failles, ça a créé pour certains appartements d'énormes plateaux traversant comme ça, mais en fait il y a un tel vent, c'est tellement mal foutu, ça a créé des espèces de microclimats qui fait que les gens peuvent absolument pas les occuper. Dès qu'ils mettent quelque chose, tout s'envole, donc ils seront obligés de les occulter d'un côté. À titre quand même d'information, l'appartement qu'on a vu, qui était un appartement de 80 mètres carrés avec 25 mètres de balcon terrasse d'angle, 9e étage, magnifique vue, 1 million d'euros. Donc c'est quand même, on n'est pas dans le social, quoi. Il n'y a pas de doute. Mais c'est vrai que les prestations fournies par Francis Solaire sont magnifiques. Voilà. Comme tu... Oui. Enfin, quand même, donc effectivement, on n'est pas du tout dans du social, mais tout le travail sur la fenêtre, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans les logements sociaux qu'il dessine. Bien, on va s'arrêter là, mais avant de partir, vous allez tous nous donner votre carnet de route pour les vacances. Donc, quel est votre coup de cœur, ou quels sont les bâtiments à aller voir, quel livre à lire, quel film à aller voir, tout. Sophie, rapidement. Très rapidement, le pavillon de la Serpentine. Je trouve que cette année, c'est donc c'est à Londres. Un très grand cru, oui. Big, donc l'architecte danois, Bjarke Ingels. Et alors, c'est amusant, on retrouve aussi un petit peu la figure de la pyramide. Il est fait d'un empilement de boîtes en fibre de verre, dont le décalage fait qu'elles se rejoignent en partie haute, et ça forme comme une espèce de tente avec la couleur de la fibre de verre. Elle donne un côté un petit peu glace, donc on a l'impression d'être un peu dans une crevasse à l'intérieur, et je trouve que c'est vraiment très très réussi cette année. Philippe. Alors moi je vous donnerai un conseil que vous ne suivrez pas, parce que c'est un guide, un guide dans un endroit où vous n'irez jamais, j'espère, pour vous, c'est le guide de Slavutich. Alors qu'est-ce que c'est que Slavutich? Moi j'adore cet éditeur qui s'appelle Dom Publisher, qui publie des guides d'architecture de Pyongyang, d'endroits de Rangoon, de choses très bizarres, mais Slavutich, c'est la ville qui a été construite pour abriter les personnels de l'usine de Tchernobyl, de la centrale de Tchernobyl, quand ils ont dû fuir. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette ville, qui a été construite à une centaine de kilomètres, elle a été construite par toutes les provinces, toutes les républiques à l'époque de l'Union soviétique, dans le style de chaque république soviétique. Ce qui fait que cette ville, qui est en vérité, moi j'y suis allé, qui est quand même assez horrible, pour les soviétiques, c'était une ville formidable, parce qu'il y avait un quartier arménien, un quartier ouzbek, un quartier géorgien. Et en fait, il y a ces exemples d'architecture. Ils en ont fait un guide, ce qui est quand même, je ne sais pas combien ils vont en vendre, mais c'est quand même un bouquin absolument génial. Slavutich. Richard. Écoutez, moi, j'ai aucun conseil à donner pour les vacances. D'abord, je déteste les vacances. Et si j'ai un conseil à vous donner, il est redevenu amnésique. Regardez. C'est travailler. Il a tout oublié. Parce que c'est vraiment une vraie valeur aujourd'hui. Si vous avez la chance de pouvoir travailler, travaillez. C'est trop génial. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne se met jamais en maillot de bain, parce qu'il a peur qu'on voit ses tatouages. Frédéric. C'est aussi un conseil à contrario. L'autre jour, j'étais en train de chercher quelques renseignements sur la situation d'Alep. Et j'en ai eu relativement peu. Et les deux derniers bouquins importants et précis qui soient parus remontent à 2001 ou quelque chose comme ça. Ils sont magnifiques d'ailleurs. Il y en a un qui est paru chez Flammarion, si je puis dire, révèle la beauté de cet endroit. Mais dès qu'on arrive à creuser un peu quand même par Internet ou par des endroits comme ça, énormément des lieux, soit dans Alep, soit autour d'Alep, sont déjà détruits. Donc ça sert vraiment à rien d'y aller.
pour penser à se faire plaisir. En particulier, enfin non, je ne vais pas citer de lieu, mais en tout cas la citadelle d'Alep qui était un chef-d'œuvre rare, et de même que la grande mosquée de la même ville. Tout ça, ça a été bombardé, ça a disparu. Et les autres bâtiments, c'est des points d'interrogation. Alors pour ma part, je vous recommanderais d'aller à Versailles pour aller voir le dernier travail de Dominique Perrault sur le pavillon du Four. C'est un bâtiment évidemment ancien. C'est la transformation de ce bâtiment pour le transformer en bâtiment d'accueil avec toutes les conditions de sécurité actuelle et justement un travail d'infiltration de la modernité dans ce haut lieu du patrimoine avec un travail non moins magnifique de Gaël Loriot-Prévost avec des luminaires et autres. Bref, énormément d'audace en ce lieu. Voilà, nous en reparlerons la fois prochaine lors de nos rendez-vous de la fin septembre avec nos amis ici et nous parlerons évidemment de Unterlinden à Colmar puisque c'est le même sujet. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous remercie de votre fidélité.